Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 68e épisode de l'Entonnoir du Bitcoin où on vous donne toutes les news de la semaine. Aujourd'hui, gros sujet, la même poule est attaquée, Bitcoin est attaqué, est-ce que le protocole va survivre? On va tout vous expliquer. On a la chance d'être avec Pantamis, Loïc et Fanis, donc du très lourd techniquement, deux membres du Space Cake. Donc, on va essayer de vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec du coup l'explosion des frais sur Bitcoin, qu'est-ce que c'est ces fameux BRC20, etc. Merci beaucoup à vous d'être là, merci à toutes les personnes qui travaillent derrière DB et merci de toujours être présent. N'oubliez pas que pour info, on met les replays désormais sur un deuxième flux RSS, donc c'est plus le main podcast. Donc si jamais vous devez réécouter ou si des gens vous demandent, chaîne YouTube Découpe Bitcoin Replay ou alors deuxième flux de podcast si vous voulez écouter le replay. Écoutez, comme on n'a qu'un seul sujet aujourd'hui, je vais essayer de faire un récap de qu'est-ce qui est en train de se passer et ensuite ce sera vraiment discussion libre des ressentis de tout le monde. Il y a John qui est arrivé, c'est parfait, je le mets co-host. Fanny, si tu te mets co-host. Alors, depuis quelques jours, particulièrement aujourd'hui, mais ça a commencé il y a quelques semaines, il y a potentiellement une attaque DOS sur Bitcoin par un mécanisme qui est possible grâce à Ordinal. Ordinal, on en a parlé énormément de fois déjà, qui s'appelle les BRC20. En gros, un BRC20 considérait que c'est une façon de créer des jetons sur Bitcoin en utilisant du coup la solution Ordinal. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un JSON de 5 lignes où ils disent un petit peu des informations telles que le nom du token, la quantité de tokens qu'il y a de disponible, la quantité qu'on va obtenir quand on mint ce token, donc quand on veut en récupérer, on va dire, et une autre ligne pour dire s'il est déployé ou pas. Concrètement, ça veut dire que sur Bitcoin, via la solution Ordinal, tout le monde peut désormais créer un token. On peut appeler ça altcoin, shitcoin, peu importe, on s'en fout. Donc, ça utilise le système Ordinal. Je peux en créer un. Je vais décider il y a combien de tokens maximum et je vais décider combien de tokens les gens peuvent mint. Tout le monde peut aller mint ce token. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, imaginons on crée un token découvre Bitcoin, ça me prendrait quelques minutes, quoi. Derrière, je dis qu'il y a 10 000 tokens découvre Bitcoin. Je peux décider combien de tokens vous pouvez récupérer lorsque vous mintez. Je peux donc décider de mettre que c'est 1000 d'un coup. Je minte tout, j'ai tous les tokens découvre Bitcoin, puis je vous les revends, je les distribue, je les donne sur le marché secondaire. Ou alors au contraire, je peux dire que pour mint un token découvre Bitcoin, c'est un à la fois. Et du coup, potentiellement, vous serez 1000 à rush sur la blockchain Bitcoin pour essayer de mint un token découvre Bitcoin. Donc ça, c'est pour que vous visualisez un petit peu comment ça fonctionne. Évidemment, si je dis une erreur, les gars, arrêtez-moi, hein. Mais voilà. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 semaines que j'entends parler des BRC20 et que c'est possible. Il y a deux plateformes qui permettent de les visualiser, de les trader, etc. C'est brc-20.io et le deuxième, c'est Unisat, qui est un échange qui a implémenté ça. Pour vous donner un ordre de grandeur sur ce marché d'un coup d'altcoin, on va dire, sur Bitcoin via Ordinal qui décolle, le premier, c'est Ordi par rapport à Ordinal. C'est à peu près 250 millions de market cap, ce qui commence à être énorme. Par contre, après, tu vois, le quatrième, c'est Pizza et il y a 7 millions. Voilà. Pourquoi Pizza? C'est un même coin. Ça n'a toujours pas plus de valeur qu'un shitcoin à la con, mais vous êtes tous libres de le faire. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes sont en train de le faire, ce qui impose donc énormément ça fait beaucoup de transactions, on va dire, sur le réseau Bitcoin. Ces transactions, c'est des transactions ordinales. On en a déjà parlé. Du coup, ça floude la chaîne. Donc, les frais ont explosé. Donc, suite à ces BRV20 que je viens de décrire, plus les stamps à la limite, mais les stamps c'est un peu calmé, mais on va surtout parler des BRC20, la même pool a explosé. La même pool, c'est là où toutes les transactions sont en attente d'être incluses dans un bloc. La même pool a une taille à peu près limitée et ça permet de voir comment se comporte le réseau. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une même pool qui est plus que pleine. Et donc, il y a certains phénomènes qui sont assez inédits, on va dire. Par exemple, on est en train de purger, donc c'est-à-dire qu'on dégage des anciennes transactions non confirmées de la même pool parce qu'ils n'ont pas des frais assez hauts.
Et souvent, on peut dire que c'est parce qu'il y a un Satoshi Byte de frais, deux Satoshi Byte. Là, on est plus sur du 17 ou même du 20 Satoshi Byte qui sont dégagés de la même pool. Pour donner une ordre de grandeur, d'habitude, on fait passer nos transactions avec 1 si c'est le minimum, ce qui était le cas il y a quelques temps et encore même au début du mois. Des fois, on va payer 3, 4. Là, aujourd'hui, on est sur du 200. De la même façon, du coup, que la même pool coûte très cher. Une transaction Bitcoin, pour vous donner une idée, une transaction normale, hein, pas BRC20, c'est à peu près 7 euros aujourd'hui. Une transaction BRC20 pour créer son token ou mint un NFT, NFC comme vous voulez, un NFT, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'est à peu près le contexte dans lequel on est. Pour visualiser la même pool, dites-vous que début mars, elle était vide. Mars, elle a eu son énorme pic. Début mai, elle était vide à nouveau. Là, elle a un pic. Donc, il faut comprendre qu'on a toujours des phases avec des frais très hauts. Là, cette fois-ci, ils sont particulièrement violents. Donc, toute cette euphorie qui est sur les marchés en ce moment du Bitcoin, on va dire, enfin des frais surtout, on va en discuter. Il y a évidemment des implications par rapport au Lightning Network, à quel point c'est embêtant pour ce réseau, à quel point c'est embêtant pour les plebs partout dans le monde de ne plus pouvoir faire des transactions à très bas coût. Est-ce que c'est une véritable attaque sur Bitcoin? Est-ce que Bitcoin va mourir? Est-ce que Bitcoin était préparé à ce type d'attaque? Est-ce que votre nœud chez vous va exploser à cause de la RAM qui va surchauffer? Est-ce qu'il y a des solutions? Toutes ces questions, voilà, on va essayer de les traiter dans l'heure qui arrive avec un peu tout le monde. Déjà, est-ce que, pour ceux qui peuvent parler, est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez peut-être des détails par rapport au déroulement de ce qui se passe pour que tout le monde puisse à peu près comprendre? Et après, vas-y, si l'un de vous veut se lancer sur Lightning, sur est-ce que c'est la fin de Bitcoin? Est-ce que Bitcoin meurt? Go for it. Peut-être Fanny, ce ton côté là, si tu veux y aller. Je crois que ça a bugué un peu sur ta question. Juste Tu veux la juste pour vous. t'inquiète, si l'un de vous veut parler un peu de son point de vue ou est-ce que nous dire si Bitcoin est mort, allez-y, je te donne la parole. Ah, bah, en fait, effectivement, à mon avis, ce que ça fait surtout, c'est que ça matérialise maintenant, dans le présent, quelque chose qui, théorie, on s'attendait tous à le voir arriver, mais peut-être plus tard, qui est que la chaîne Bitcoin est utilisée à saturation parce qu'il y a tellement de monde qui l'utilise que c'est tout le temps plein. Et du coup, il y a des frais élevés. Et on se retrouve dans la situation actuelle. Finalement, on peut voir tous les trucs que nous, on juge comme étant pas forcément très intéressants. Voilà, tous ces mêmes coins et tout qui sont mintés aujourd'hui de manière très peu efficiente. Finalement, ça simule une utilisation de la chaîne qui est celle qu'on envisagerait pour dans plusieurs années au moins. Donc, moi, je trouve que ça fait plutôt un bon test. Alors après, c'est dommage pour les gens qui éventuellement ont besoin d'utiliser Bitcoin aujourd'hui. Et quand j'entends besoin, c'est voilà, des gens qui vraiment ont besoin aujourd'hui des propriétés de résistance à la censure de Bitcoin, par exemple. Eux, c'est vrai que du coup, c'est dommage pour eux parce que ça augmente le coût qu'ils ont à utiliser Bitcoin maintenant. Mais voilà, si on prend les choses plus largement, c'est un bon test, je trouve. Voilà, ça permet de montrer un peu aussi certaines faiblesses actuelles de Lightning dont on pourra parler peut-être aussi plus tard. Mais voilà, c'est un peu ça mon avis. Euh, un peu suisse, quoi. Mais et voilà. Et puis comme de toute façon, ça a déjà pas mal été dit dans des épisodes précédents sur tout ce qui est ordinals et des choses comme ça, il n'y a pas vraiment de moyen de le bloquer. Donc, il faut juste en apprendre et, euh, et voir ce que ça nous permet d'en tirer. Ouais, juste moi je reprendrai un peu de la définition parce que je trouve que le terme spam et pas ou DDoS, c'est pas vraiment adapté selon moi, dans le sens où ça marche bien sur les systèmes d'information où ça a un coût, c'est un coût assez marginal de faire un déni de service et on peut faire tomber l'infrastructure. Or là, on peut potentiellement faire tomber quelques nœuds, mais ça ne va pas faire tomber. Peu importe l'ampleur de ce qu'on voit là, ça ne fera pas tomber les Bitcoin en lui-même.
effectivement, ça peut avoir des impacts sur Lightning et ça peut avoir un impact sur les nœuds un petit peu sous-dimensionnés. Mais donc, du coup, pour moi, DDoS, c'est pas du tout le terme adapté. Ni spam, hein, je pense que le terme spam est vraiment pas adapté non plus. Les gens, ils payent les frais ad hoc et ils les payent pour le coup très cher. Hein. Enfin, quand on regarde les frais et quand on regarde le coût de ce que ça peut être un déploiement de contrat, etc., ça peut devenir vraiment très coûteux. Et le truc aussi, c'était que par rapport à la même pool, enfin, c'est ce que je crois qu'on l'avait dit, je pense, il y a 2 semaines, mais c'est un peu une vision de l'esprit dans le sens où par exemple, quand on parle de purge ou ce genre de choses, ou quand on arrive à saturation, il faut bien dissocier le même pool qu'on peut avoir sur son propre nœud, qu'on peut ajuster, et celui qui va servir notamment au relais des transactions. Et ce qui va avoir côté des mineurs, donc par exemple, même si vous avez des transactions qui sont peut-être un peu faibles, le fait qu'il soit purgé de votre propre mempool, ça ne veut pas forcément dire que côté mineur, en fait, il aurait été purgé. Donc, faut vraiment faire attention avec cette notion de mempool et pas se mélanger. Le mempool en lui-même, il n'existe pas. Hein. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué. C'est quelque chose qui est propre à chaque nœud et c'est ce qui permet de transiter en fait sur de relayer les transactions, etc. Donc, il y a l'impact, il faut bien y faire attention. Et c'est vrai que maintenant, mempool.spate montre. Déjà, il y a des débats sur ce que devraient faire les utilisateurs sur la configuration de leur mempool. Et puis le mempool qu'on voit sur mempool.spate, on voit 1 giga où effectivement c'est assez amusant de voir la taille. Après, je ne pense pas que ça y change grand-chose, vos transactions. Elles seront probablement toujours chez le mineur. Et le jour où ce sera purgé, bah, voilà, le mineur, lui, il a pas un mempool de 300 mégabits. Quoi. Donc, 300 mégaoctets, pardon. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ces notions-là. Quoi. Mais c'est tout, hein, c'est juste des points de précision que j'avais. Yes, moi, le commentaire que je ferais, c'est à la question est-ce que Bitcoin est cassé? Il faut toujours répondre de la même façon. C'est prenez votre nœud Bitcoin. Donc, si vous n'en avez pas, c'est un problème. Hein. Il faut que vous ayez votre nœud Bitcoin parce que sinon, vous n'avez en fait jamais utilisé Bitcoin, réellement, le protocole, quoi. Donc, vous prenez votre nœud Bitcoin et vous faites la commande get block height dessus pour regarder quel est le dernier bloc qu'il a repéré. Et si c'est le même que les autres sites que vous aimez bien regarder pour voir l'état de la blockchain, bah, vous pouvez être assuré. Bitcoin n'est pas cassé, il fonctionne. Vous avez votre nœud qui fonctionne. Donc, il n'y a aucun problème pour le protocole. En fait, ce dont on parle là, c'est juste un problème pour les gens qui veulent faire des transactions, qui veulent produire des transactions. Mais le protocole, lui, il casse pas. Justement, il y a des mesures qui ont été prises pour que même en cas d'attaque, les nœuds puissent continuer de traiter les transactions. Et tout ce marché de frais, c'est justement un système de filtration des transactions finalement pour justement éviter que votre nœud fasse comme un nœud Solana, c'est-à-dire qu'il s'arrête quand il y a trop de transactions à traiter. Donc tout ça, ça a été prévu, ça a été même surdimensionné parce que quand on utilise Bitcoin habituellement, on se dit oh là là, mais une transaction Bitcoin, elle est connue par tous les nœuds Bitcoin en moins de 10 minutes. Alors pourquoi faudrait attendre 10 minutes une confirmation d'un bloc pour pouvoir se dire que la transaction est confirmée? Bah oui, 10 minutes, parce que en cas d'attaque, on peut supposer que l'attaquant il cherche à éviter que votre nœud voit les transactions, voit les blocs. On peut supposer que les mineurs se mettent à miner beaucoup plus vite d'un seul coup, que en fait vous êtes isolé avec des faux mineurs qui se mettent à miner encore plus vite. Et donc du coup, en fait, ça met moins de quelques minutes à émettre des blocs. Et puis en fait, le bloc, il n'a pas le temps de se propager à tout le réseau. Et donc du coup, il y a des nœuds qui sont désynchronisés. Tout ça, ça ne se produit pas parce que 10 minutes, c'est très long pour un ordinateur. C'est vraiment très long. Et donc le protocole, il est déjà très très solide de base, justement pour ne pas s'effondrer quand il y a une grosse demande comme ça sur le réseau. En fait, le plus gros problème actuellement, c'est un petit peu ce qu'on va dire sûrement sur Lightning et tout ça, c'est que le marché de frais, il devient très difficile à cerner. On ne comprend pas très bien pourquoi les gens payent autant de frais, alors que ça semblait, ils auraient pu y aller un peu plus progressivement.
Là, c'est très violent. Le marché de frais, il bouge très très vite. Et c'est peut-être ça le plus gros risque finalement, c'est qu'on n'est plus capable de dire combien il faut payer pour que la transaction elle passe. Maintenant, le fait que la transaction coûte cher à faire passer, bah, malheureusement, ça fait partie du système, ça fait partie du système de filtration pour justement éviter que les nœuds soient sous l'eau parce qu'il y a trop de transactions à traiter. Donc, il faut remettre les transactions qui sont pas urgentes à plus tard, et c'est juste ce que price en fait le marché de frais. Mais sinon, bah là, le protocole, il fonctionne parfaitement bien. Les gens, s'ils veulent faire absolument une transaction qui doit passer dans le prochain bloc, ils peuvent le faire. Ça va coûter très cher, mais ils peuvent le faire. Et votre nœud, il est toujours synchronisé avec le dernier bloc. Et là, quels que soient les frais que payent les transactions, ce sera toujours le cas. Donc, Bitcoin n'est pas cassé. Bitcoin n'est pas en train de subir une attaque de DDoS ou je sais pas quoi parce que il y a des gens qui font des transactions. Non, c'est pas en faisant beaucoup de transactions qu'on fait tomber le réseau Bitcoin. On peut faire tomber quelques nœuds, mais il faut vraiment les cibler, il faut vraiment faire des attaques bien particulières. Mais le protocole, il est très robuste de base, donc on fait pas tomber le réseau Bitcoin juste avec des transactions, quoi. Donc faut pas paniquer, le réseau va pas s'effondrer. C'est juste que ça peut être très difficile de faire des transactions. Et ça peut être un problème dans le contexte de Lightning et tout ça. Ouais, exactement. Donc, on a une question de quelqu'un dans le chat. Est-ce qu'on doit fork Bitcoin? Je pense que Panta a répondu. Il n'y a aucune raison de fork. Si ça aurait lieu de discuter, c'était avec Ordinals, mais bon, clairement, ça casse pas Bitcoin. Et surtout, ça le rend plus robuste, hein, parce que bah, du coup, le problème des frais, c'est un problème long terme pour Bitcoin. On a toujours dit qu'à la fin, tout terminerait sur Bitcoin, et les Bitcoiners maximalistes disaient oui, non, mais faites pas des alcools ailleurs, ça sera sur Bitcoin. Bah, maintenant que c'est sur Bitcoin, il y en a qui se plaignent. Donc, c'est un peu rigolo. Et en plus, il faut être assez réaliste. Est-ce qu'on peut avoir de l'adoption de masse mondialement? On peut avoir autant de sécurité qu'on veut pour répondre à une attaque étatique et des frais super bas on-chain pour tout le monde? Je pense que tout le monde, depuis tout le temps, dit que non. Et ça fait des années qu'on vous dit de faire tourner des nœuds Lightning, même si c'est très dur. Bon, alors d'en profiter quand c'est bas, d'ouvrir des canaux. Bah, tu vois, c'est un petit peu maintenant où beaucoup de gens ont créé leur infrastructure. Après, ça fait des problèmes de centralisation avec Lightning, on va sûrement en parler. Mais voilà, donc il faut pas avoir peur. Les transactions, ce matin, ils sont passés, hein, je veux dire, une personne que je connais qui fait une transaction, bon, bah ok, ouais, c'était 7 balles de frais. Ouais, c'est cher, c'est pas non plus le all-time high. Et je pense que pour répondre, pour appuyer le point de Panda sur les frais, il faut vraiment le voir comme un marché de commodité où finalement, il va y avoir des cycles d'euphorie, de boules et de bears. Et vous pouvez le trader, enfin, je ne sais même pas si on peut le trader, mais ouais, vous devez le prendre comme un actif. Donc, il y a des phases où tout le monde s'en bat les couilles et c'est bas, et bah, toutes les transactions passent et le même pool est vide. Et il y a des phases où d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui veut rush pour aller faire un truc. Et dans 3 semaines, ce sera calmé. De la même façon qu'on l'a déjà vu avec Ordinals et que le même pool s'est vidé entre temps. Donc voilà, encore une fois, comme dit Panda, il faut prioriser ces transactions, il faut consolider des fois. Enfin, vous devez adapter votre utilisation de Bitcoin en conséquence, sachant que bah, on vous aide quand même pas mal avec pas mal de ressources, donc vous devrez pouvoir y arriver. John? Ouais, je reviens sur un truc là, du fork évoqué. Je vois que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je l'ai vu sur Twitter. Je pense que là, il y a une erreur un peu fondamentale. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur LinkedIn. Tout le monde a envie de faire des forks. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Donc déjà, les gens qui utilisent les ordinals, même les stamps qu'on aime détester ici, c'est que les transactions sont parfaitement valables. Et donc là, on sera en train de parler de dire, bon, la transaction, elle est valable, mais comme elle est utilisée d'une manière qu'on ne souhaiterait pas, ce serait un hack, un détournement, et donc par jugement un peu de valeur, parce qu'on détesterait en fait l'usage qui en est fait, et ben on va se dire, bon, ben on va faire un fork, un soft fork, un hard fork, peu importe. Hein. Et là, ça introduit quand même vachement d'arbitraire, dire, bon, bah, supposément, bon, voilà, on n'aime pas ça, donc on va vraiment le bloquer au niveau du protocole. Je trouve quand même que ouais, voilà, ça introduit beaucoup d'arbitraire, et c'est pas quelque chose de très très simple parce qu'après on peut décider aussi, bah, est-ce qu'une transaction je vais caricaturer, mais d'un grand criminel, bah, effectivement, hein, c'est pas, personne n'aime les grands criminels, donc est-ce qu'il faudrait hard-forker les transactions qui seraient identifiées par des grands criminels? Donc, encore une fois, c'est de l'arbitraire. Hein.
Donc, est-ce que c'est quelque chose de judicieux? Et après, l'autre aspect, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Quand bien même on arrive à trouver à bloquer ce type de transaction, on se rend bien compte qu'il y a un souhait des gens d'utiliser ce type de transaction, d'inscrire des données dans Bitcoin. Et en fait, si on le bloque, qu'est-ce qui va être fait? C'est qu'on va trouver d'autres, il y aura d'autres moyens qui seront trouvés. Les stamps, c'est déjà en fait un moyen de remédier à un problème supposé des inscriptions en utilisant, en encodant des données dans les clés publiques des barres multisites. Donc on voit déjà que il y a déjà des mécanismes de contournement pour un problème qui supposait des inscriptions. Vous imaginez que là, si on commence à forquer des choses pour ne plus permettre les stamps ou les inscriptions, il y a quand même une envie derrière d'inscrire des données. Qu'est-ce que ça va être? Et ça va être de plus en plus incontrôlable. Et après, on va quoi? On va faire quoi? On va dire, les pay to script hash, ils sont détournés, donc on va les bloquer. Voilà, c'est interminable, c'est un sujet, on n'arrivera jamais au bout et c'est une très mauvaise arme et qui en plus est plutôt, je pense, inefficace, quoi. Complètement. Je vais penser à un truc, parce que tu parlais de Twitter, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'en plus, à la limite, on peut interpréter les stamps comme un petit peu positif pour Bitcoin parce que c'était les mecs de Samurai, parce que ça casse les heuristiques du CoinJoin, ou parce que finalement, tu sais pas si c'est un stamp ou un autre. Est-ce que c'était bien ça que j'avais vu? Ouais, c'est en gros, c'est les BRC20. La façon dont ils sont utilisés, on-chain, ça fait des sortes de pay-join. Donc, au niveau des firmes d'analyse de chaîne, ça doit faire un peu bordel là, dans leur modèle. C'est Laurent qui disait ça. Après, ça reste parfaitement détectable. Il faut juste faire le filtre comme il faut. C'est juste qu'ils n'avaient pas pensé à faire un filtre comme ça peut-être au début, mais enfin, je veux dire, c'est la vérité et que ça donne pas plus d'anonymat à tout le monde. C'est trop facile d'exclure ces transactions de tes critères d'analyse de chaîne, quoi. Et il y a un truc qui m'a perturbé. Je n'ai pas vérifié si la news était vraie, mais Binance aurait arrêté les retraits Bitcoin pendant un certain temps à cause du network, que le réseau était trop congestionné. Je Ouais, sais c'est pas si vrai. c'est vrai. Et Ah alors, du ouais, coup, j'ai vu le tweet. attends, ma marque, elle est, ils nous ont tube sur les frais depuis à peu près 8 ans, clairement. Ils nous volent une quantité astronomique. Et la seule fois où peut-être ils sont pas rentables pendant un laps de temps parce que les frais sont peut-être trop hauts pour eux comparé à ce qu'ils ont fait payer, ils arrêtent. Ça Ouais. m'a perturbé, là, Fanny. Non, mais ouais, en fait, si tu n'en avais pas parlé, j'aurais demandé à en parler parce que je voulais justement faire le même coup de gueule que toi. C'est-à-dire que c'est vraiment des. Enfin, là, c'est des voleurs, hein. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Les types, donc là, actuellement, s'ils veulent faire passer une transaction, ça va leur coûter quoi? Bon, c'est une grosse transaction parce qu'il y a il y a plein d'idées d'output, a priori, mais ça va leur coûter 15-20 balles max pour être dans le prochain bloc. Donc voilà. C'est déjà largement supérieur à ce qu'ils prélèvent d'habitude quand il n'y a pas de congestion, entre guillemets. Parce que en fait, voilà, ils prélèvent des frais exorbitants à chacun de leurs utilisateurs individuels pour ensuite batcher tous les retraits en une seule grosse transaction. Donc là, voilà, c'est du foutage de gueule astronomique. Je veux dire, Bitcoin marche encore, comme l'a dit Quentin, ça coûte juste plus cher. Voilà, moi, mon nœud qui tourne sur mon Raspberry Pi, il est toujours synchronisé, hein, donc c'est pas qu'ils ont un problème technique, qu'ils n'arrivent plus à envoyer des transactions on-chain, c'est qu'ils veulent pas payer. Voilà, c'est des bons vieux rats. Et du coup, ils ont, voilà, je trouve ça gonflé parce que à la limite, tu justifies de prélever des frais extrêmement élevés d'habitude en disant que ça te permet bah, d'être prêt si jamais de temps en temps il y a des frais plus élevés, voilà. Bon, ça peut s'entendre, j'imagine, mais du coup là non, parce qu'en fait, dès que les frais ils augmentent ne serait-ce que d'un pouillème, tu fais plus de transactions et tu bloques les retraits, quoi. Donc c'est un gros foutage de gueule. Si vous êtes encore client chez Binance, moi je vous conseille soit de fermer votre compte et de vous barrer parce que c'est vraiment pas sérieux. Soit si vous voulez absolument y rester, d'être un peu vocaux, quoi, de faire remonter que ça vous satisfait pas cette situation, parce que faudrait pas qu'on commence à avoir des exchanges qui utilisent
Cette excuse de il y a des frais sur Bitcoin, on ne veut pas payer pour en geler les retraits comme ça de manière arbitraire. Alors que, voilà, enfin, je veux dire, on a déjà vu pire, payer 10 dollars pour faire une transaction de retrait pour ses utilisateurs, c'est pas la mer à boire. Non, complètement. Je trouve ça assez scandaleux. Également, il y a deux autres questions là, dans le chat. Merci à vous. La première, c'était Phoenix prévient ses utilisateurs que les frais sont hauts. En effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de wallets Lightning qui préviennent et qui galèrent. Je pense qu'on parlera de Lightning maintenant, je pense même après. Parce que la deuxième question est en lien, c'est est-ce que du coup, ça remet sur la table le débat des sidechains, BIP 300, BIP 301 de mémoire? Et voilà, il y a d'autres personnes sur Twitter qui étaient vocaux avec est-ce que vous utilisez Liquid dans ce genre de cas? Voilà, si Lightning a ces problèmes, est-ce que toutes les autres solutions de PEG, Bitcoin en sidechain peuvent permettre de solutionner? Commençons peut-être par Lightning avant de parler des sidechains, voir un petit peu les problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, mais j'avais vu que HTLCL, il y avait un problème. Le prix Ouais, d'onboarding, les force clause. je peux commencer si vous voulez, et bah, les autres voilà, qui pourront ajouter des choses parce que je vais sûrement en oublier. Mais Lightning, effectivement, en fait, il y a plusieurs problèmes qu'un environnement avec des frais de transaction hauts peuvent causer. Et enfin, là, il n'y a pas juste le fait que les frais de transaction soient hauts, c'est qu'ils sont aussi un peu difficiles à anticiper potentiellement, ce qui est un problème connexe, mais voilà, qui est important aussi pour Lightning. Donc, par exemple, dans le cas de Phoenix, dont tu parlais. Donc, ce qui se passe, c'est que Phoenix, le fonctionnement, c'est que comme on veut que l'utilisateur il n'ait pas vraiment de relation de confiance à entretenir avec Phoenix, euh, l'utilisateur a son propre nœud Lightning sur son téléphone dans l'application Phoenix. Et quand il reçoit ou qu'il envoie des fonds sur Phoenix, donc dans le Lightning Network, il le fait avec ses propres canaux. Donc, il a ses propres clés privées. Mais le seul compromis par rapport au fait d'avoir un vrai nœud, c'est qu'en fait, tous ces canaux-là sont entre lui et le nœud de A5, qui est l'entreprise qui propose le wallet Phoenix. Donc c'est ça le compromis qui est fait. Mais ce que ça permet de faire, c'est plein de trucs cool, du genre, quand vous recevez des sous pour la première fois sur Phoenix, l'application va automatiquement vous ouvrir un canal que vous pouvez utiliser directement, de manière instantanée, entre donc leur nœud, le nœud de A5, et votre propre wallet Phoenix. Et ce qui explique voilà, que c'est pour avoir cette super UX qu'on est obligé de faire des compromis du genre tous les canaux ils sont entre vous et le nœud de A5. Mais donc, encore une fois, vous avez vos propres canaux. L'inconvénient, par contre, enfin, entre guillemets, le coût de ça, c'est qu'effectivement, il faut ouvrir un canal à chaque fois. Et donc, il faut que il faut que le nœud de A5, ben, il paye les frais d'ouverture des canaux. Donc, il faut déjà qu'il arrive à les estimer correctement. Donc, dans un environnement où les frais changent aussi rapidement que ce qu'on voit actuellement, ça peut être compliqué. Et le problème, c'est que si du coup, ils ne calculent pas les frais correctement, on passe d'un modèle de sécurité pour Phoenix, où en gros, ils vous laissent utiliser le canal instantanément. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance temporairement, le temps que le canal soit bien confirmé. Mais de base, normalement, les frais sont tels que on parle de je fais confiance pendant un ou deux blocs à maintenant une situation où potentiellement cette relation de confiance, elle va durer beaucoup plus longtemps. Donc on fait comme s'il y avait un canal, mais en fait le canal il n'est pas confirmé. Et ce pendant, si ça se trouve, des heures, parce qu'on est dans un environnement où c'est très dur de prévoir les frais pour être miné dans le prochain bloc ou assez rapidement. Donc ça, c'est juste le côté prédiction qui chamboule un peu le modèle de sécurité et de confiance de base de Phoenix et des wallets équivalents comme Breeze, par exemple. Et ensuite, il y a le problème de ça va coûter plus cher. Donc actuellement, Phoenix prélève des frais de 1% du montant reçu quand il y a besoin d'ouvrir un nouveau canal. Donc c'est pas nécessairement le cas, hein. Vous pouvez, si vous recevez un montant qui peut déjà passer dans les canaux que vous avez existants dans votre Phoenix, il ne va pas en ouvrir de nouveau, logique. Mais s'il offre en ouvrir un nouveau, ça sera 1% du montant et minimum 3000 Satoshi. Donc la question, c'est est-ce que ce genre de frais sont soutenables sur le long terme si cet environnement de frais actuel se poursuit? La réponse a priori, c'est non. Mais bon, voilà, c'est des frais que Phoenix slash A5 essaie de pas bouger tout le temps. Donc ils avaient un peu augmenté. Avant, c'était plus bas que ça.
Mais donc, quand on est à 1 Satoshi par V-byte, donc qu'il y a personne qui utilise la blockchain Bitcoin, ça fait qu'en fait, ils récupèrent un peu plus d'argent. Là, ça fait qu'en ce moment, ben, ils vont plutôt en perdre, donc ça s'équilibre et il faut voir comment est-ce qu'ils doivent ajuster leur modèle pour pallier ce problème-là. Ce qui est sûr, c'est que si les frais restent comme ça pendant un mois, j'en sais rien, ils vont forcément devoir relever leurs frais pour l'ouverture de nouveaux canaux. Donc d'où ce message de Phoenix. Et donc ça, en fait, c'est généralisable à tous les autres cas. Si par exemple vous avez votre propre nœud Lightning et que vous essayez d'ouvrir des canaux, ben voilà, ça va vous coûter plus cher parce que vous devez faire une transaction Bitcoin pour ouvrir le canal. Elle vous coûtera plus cher. Et donc l'ouverture de canal va vous coûter plus cher. Et donc notamment, il y a des canaux où peut-être ça devient moins logique du point de vue économique de les ouvrir parce que finalement, la capacité du canal mise en regard des frais que vous devez payer pour pouvoir l'ouvrir est peut-être plus si pertinente que ça. Donc ça, c'est l'autre problème, l'ouverture. Il y a un autre souci qui est la fermeture des canaux. C'est-à-dire que la fermeture d'un canal Lightning, là encore, c'est une transaction Bitcoin, on-chain, et donc il faut payer des frais. Et les frais de cette transaction, normalement, ils viennent de ce qui est déposé dans le canal. Donc si vous avez un canal de 1 million de Satoshi et que vous devez payer 20 000 Satoshi de frais, bah, au final, il n'y a plus que 980 000 Satoshi à se partager entre les deux parties prenantes du canal. Et un cas particulier de ça, c'est quand vous avez un canal d'une capacité relativement petite et que du coup, la capacité du canal n'est plus suffisante pour payer les frais de transaction. Donc ça, il y a des moyens avec, par exemple, les encore outputs de pallier ce problème du point de vue purement technique. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment fermer votre canal et récupérer les fonds, vous pouvez toujours augmenter les frais avec ce qu'on appelle le child pay for parents. Donc, vous allez faire une transaction de plus qui dépense ses fonds avec plus de frais. Donc, quitte à ajouter d'autres inputs. Mais ça, c'est juste du point de vue technique. Mais il faut voir aussi, est-ce que ça a un sens du point de vue économique? C'est-à-dire, si ça vous coûte plus cher de payer les frais de transaction pour fermer le canal que ce que vous pouvez récupérer dans le canal, bah, vous n'avez aucun intérêt à récupérer les fonds du canal et il vaut mieux peut-être les faire une croix dessus, peut-être temporairement. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, par exemple, il vaut mieux essayer d'éviter de voir ces canaux fermés. Donc ça, c'est pour la fermeture. Mais ce qui est un peu plus important, ce qui est aussi important à saisir, c'est que même quand vous avez un canal qui fonctionne toujours et voilà, et qui fait passer des transactions, ce qu'on aime bien dans Lightning, c'est le fait que normalement, quand on fait une transaction dans Lightning, pendant que la transaction est en cours, c'est-à-dire qu'elle transite dans le réseau, elle va passer par plusieurs nœuds, et ces nœuds, du coup, ils doivent mettre à jour l'état interne de leur canal pour tenir compte du fait qu'il y a de la liquidité qui est en cours de déplacement d'un côté à l'autre du canal. Et ça, c'est représenté par des transactions qu'on appelle transactions d'engagement, qui sont des transactions Bitcoin que les deux nœuds partenaires sur un canal vont signer ensemble et qui représentent le fait qu'il y a ces fonds-là qui sont en cours de transfert et qui peuvent être dépensés du coup selon des conditions particulières. Et donc, comment on fait ça? On fait ça en créant un output supplémentaire sur cette transaction qu'on ne publie en théorie pas, sauf si on veut fermer le canal. Et donc, à chaque fois que vous avez un transfert en cours dans un canal, vous avez un nouvel output qui s'ajoute dans cette transaction d'engagement. Et donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour que ce soit trustless. C'est-à-dire que si à un moment donné, le partenaire de votre canal arrête de répondre ou s'il essaye de voler des fonds, etc., vous avez cette transaction d'engagement, donc cette transaction Bitcoin non publiée pour l'instant, mais que vous pouvez publier à tout instant pour récupérer vos fonds. Le problème, c'est que dans une situation comme celle qu'on connaît actuellement, où vous avez des frais élevés, et ben, tous les outputs qui finalement vont coûter plus cher en frais à ajouter dans la transaction que ce qu'ils contiennent comme montant, ben, ça fait aucun sens de les ajouter dans la transaction d'engagement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que on a un seuil en dessous duquel, en termes de montant d'une transaction Lightning, finalement, on n'est pas vraiment dans une relation 100% trustless, mais on est plutôt dans quelque chose de trusté. Et donc, par exemple, la dust limit sur Bitcoin, c'est-à-dire le plus petit montant qu'un UTXO peut avoir, donc de mémoire, c'est quelque chose comme 550 Satoshi. Typiquement, ça veut dire que même quand le mempool n'est pas plein, tous les montants qui sont en dessous de les transactions Lightning qui sont en dessous de ce montant
comme de toute façon, on ne peut pas créer un UTXO de ce montant-là on-chain, et ben, elles sont pas enforçables on-chain, et donc finalement, on est dans une relation trustée. D'habitude, ça va parce que c'est des petits montants, mais là, comme avec les frais de transaction, on a cet effet en fait, finalement, ajouter un UTXO coûte tellement cher que en dessous d'un certain montant, ça vaut pas le coup. Et ben, ça augmente le montant, le seuil, en dessous duquel on est, a priori, par défaut, dans une relation de confiance avec ses partenaires de canaux et non plus dans un modèle complètement trustless. Donc, il faut avoir ça à l'esprit aussi quand on imagine que Lightning est une solution pour gérer, enfin, pour transacter sur Bitcoin dans des situations de frais élevés. C'est vrai, et ça reste de toute façon globalement toujours meilleur que Bitcoin parce que sur Bitcoin aussi, on ne peut pas faire ces transactions-là. On ne peut pas payer $100 de frais pour faire une transaction d'une valeur de $100. Donc on retrouve un peu, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on retrouve en fait certaines de ces limitations sur Lightning au travers de ce mécanisme que je viens d'expliquer. Voilà un peu le topo. Yes, après, moi, j'ajoute juste que techniquement, il y a des choses dans les cartons pour essayer de résoudre ce type de problème. C'est pas une fatalité. De type les choses dont on parle assez peu, comme package relay ou des choses comme ça, ou les éphémérales encore, enfin les transactions version 3. Donc il y a des gens qui réfléchissent à justement comment faire pour permettre des outputs plus petits lorsque notamment ils servent à faire du child fail for parent. Dans le cas des HTLC, les outputs des HTLC, même si on est effectivement, comme tu l'as dit, Fanny, on est dans une relation un petit peu de confiance lorsque l'on fait des paiements qui sont très très faibles, faut quand même se dire que les outputs des HTLC qui ne sont pas produites parce qu'elles sont trop faibles, elles vont dans les frais de transaction. Elles ne vont pas à la partie adverse. Donc, c'est effectivement pas trustless, mais votre contrepartie ne peut pas voler les fonds. Donc, elle n'a pas non plus un grand intérêt à le faire. Même si elle pouvait récupérer, je sais pas, s'il y avait 10 balles, parce que actuellement les frais, c'est minimum 3 balles pour les transactions purgées. Donc, il faut mettre 10 balles minimum pour avoir une output qui soit considérée standard par le réseau. Même si on est dans cette situation-là et que votre contrepartie, elle est prête à vous voler 10 balles, parce que c'est vraiment un gros rat, par exemple, parce que vraiment pour 10 balles, briser une relation de confiance, c'est quand même pas la meilleure idée du monde, hein. Bien, même si elle était prête à faire ça, bah, elle n'aurait pas 10 balles. Elle vous aurait fait perdre 10 balles, ça c'est vrai, mais elle n'aurait pas gagné 10 balles. Donc, il n'y a pas non plus un incentive important à vous attaquer par le biais de ce genre de choses-là. Donc trusted, mais pas des masses non plus quand même. Donc voilà, c'est pas une fatalité. Tout ça, c'est tous les problèmes qu'on évoque là, ce sont effectivement des problèmes qui apparaissent parce qu'on observe un changement de régime. Habituellement, le marché de frais dans Bitcoin, il a toujours été très faible. Il y a eu que quelques périodes très rares où le marché de frais, il était très élevé avec un prix important et que du coup, il fallait gérer ça. Donc, on a très peu de moments en fait où on peut tester les systèmes en conditions réelles. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a des problèmes. C'est normal. C'est normal de voir qu'il y a des problèmes dans des situations qui sont assez rares finalement, qui ont été rarement expérimentées dans le développement de Bitcoin. Sachant qu'en plus, le développement de Bitcoin, c'est un processus qui est très long. Les reviews, elles sont faites très sérieusement, avec beaucoup d'attention et on prend beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas en un mois réagir à quelques milliers de personnes qui font des transactions avec des frais très élevés, quoi. Donc, on peut pas s'adapter, on ne peut pas apprendre en un mois de tout ce qui s'est passé. Il faut du temps pour ingérer l'information. Voilà, maintenant, il y a des choses dans les cartons. Ça fait déjà pas mal de temps que les développeurs s'intéressent au problème de la dynamique des frais dans Bitcoin. C'est un sujet très compliqué, c'est très très compliqué, c'est bien plus compliqué qu'on peut l'imaginer au début, mais il y a des choses qui sont réfléchies, donc c'est pas une fatalité. Ça, encore une fois, le protocole n'est pas cassé, c'est juste, bon, bah, effectivement, il faut l'adapter au fait qu'on est dans un marché de frais qui est de plus en plus volatile.
Mm. Et non, complètement d'accord, c'est d'ailleurs drôle parce qu'en même temps qu'on fait notre space, il y a Udi qui fait un space avec 1600 personnes, We Broke Bitcoin, avec le mec, oh mon Dieu. Et j'ai plein de DM et il y a plein de youtubeurs qui adorent faire des vidéos sur les stamps en disant qu'on va casser Bitcoin. Ce qui amène du coup à une question d'un viewer qui m'a déjà DM plusieurs fois, ou si c'est pas toi, beaucoup de gens m'ont DM là-dessus. Alors j'imagine que c'est la faute de Grand Angle Crypto, mais avec les stamps qui vont faire que les nœuds vont être surchargés avec la RAM et du coup, Bitcoin va plus marcher. Je pense que Panta a déjà répondu. Donc, bah voilà, au final, les gens payent. Vous devez comprendre qu'ils doivent payer des sats. Ils doivent vraiment avoir l'argent, ces gens-là. Et à un moment ou à un autre, bah, tu n'as plus d'argent, tu arrêtes de payer aussi cher et les frais descendent. Hein. Donc, ouais, ils payent. Ils payent. Loïc, et je pense que Panta, tu voulais rebondir aussi sur les stamps. Ouais, non, mais cette question sur les stamps, elle est très intéressante. Elle fait écho à ce que disait John tout à l'heure. Si on commence à vouloir bloquer ces gens sur les ordinals, ils vont vouloir aller sur d'autres choses, sur les stamps, donc ça utilise du P2MS, ou même pire, sur du P2PK directement, on peut l'imaginer, pourquoi pas, pour mettre de la data. Ils ont tellement de sous à dépenser, voilà. C'est pas juste bloquer les ordinals qui vont les arrêter. Et l'avantage des ordinals, justement, c'est qu'il y a cette sorte d'enveloppe qui permet de ne pas taper dans le compute de tous les nœuds, de ne pas augmenter l'UTXO7 des nœuds, enfin un petit peu, mais pas autant qu'un truc comme Stamp. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, mais il y a Mike InSpace, le développeur de Stamp, qui a lancé les SRC20, donc des tokens un petit peu dans le même style, là, avec des fichiers texte JSON, mais sur le protocole Stamps. Bon, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Pour le moment, c'est pas très utilisé. En même temps, ça coûte assez cher de l'utiliser. Mais là, si on regarde, il y avait eu une grosse augmentation de l'utilisation des P2MS avec les NFT stamps là en début d'avril, durant le mois d'avril. Mais là, pour le moment, c'est pas trop utilisé, c'est SRC20 pour le moment. Mais si on, il y en a qui nous disent oui, c'est une attaque. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et en l'occurrence, si on commence à bloquer les BRC20, après, ils vont se tourner vers autre chose. Et juste pour terminer, après, je te laisse la parole, John. Il posait une question également sur Utrixo à implémenter en hard fork. Déjà, c'est pas forcément un hard fork. Et il y a surtout une solution de laisser le choix au nœud de l'implémenter directement. Il y a déjà des implémentations qui existent pour utiliser Utrixo sur son node. Donc, ce ne serait pas forcément un hard fork. Voilà. Ouais, c'était sur le fait que quand on parlait de la RAM utilisée par, enfin, qui serait impactée par l'augmentation de l'UTXO7 liée à l'utilisation de Stamp. Faut voir un truc, c'est que aujourd'hui, alors l'augmentation de l'UTXO7, c'est quelque chose qui visiblement inéluctable, ou en tout cas la tendance est haussière depuis la création de Bitcoin. Ça a un peu varié. Segwit et la réduction sur la partie witness avait pour objectif notamment d'inciter à la consolidation et de diminuer le UTXO7. Alors peut-être que ça a freiné l'augmentation, mais ça augmente toujours. Et quand on regarde donc les types de transactions, donc c'est les barres multisigles, les PET2MS, effectivement, ça a beaucoup augmenté, mais c'est l'épaisseur, c'est dans l'épaisseur du trait de l'UTXO7. C'est vraiment quelque chose qui est très faible. Alors c'est aujourd'hui, mais la question c'est quel est l'avenir des stamps sur plusieurs années. Est-ce qu'on est là comme ça intimement persuadé que ça va forcément augmenter? La question de la RAM, c'est une vraie question, mais qui se pose en dehors des considérations un peu contextuelles, quoi. Il y a un vrai sujet. Uterixo, ça a été pensé pour cette problématique, mais pas dans le contexte d'aujourd'hui. C'est que là, ça revient un peu à la mode, parce que ça donne un peu plus de sens par rapport à ça. Mais il faut comprendre que là, clairement, l'utilisation classique de Bitcoin déjà fait monter l'UTXO7 et on essaye déjà d'adresser les problèmes avec UTXO qui est pensé quand même depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais que ce n'était pas très bien identifié dans la vidéo
de GAC qui, par ailleurs, moi, je l'avais trouvé plutôt chouette. Hein. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais c'est vrai elle a un côté un peu dramatique. Et effectivement, est-ce que ça va faire cramer vos nœuds? Bah non. Enfin, pour le coup, Stamp va pas tuer vos nœuds, quoi. Ouais, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est en fait, on a tendance à dire que l'UTXO 7 est dans la RAM, mais en fait, en fait, c'est pas tout l'UTXO 7 qui est dans la RAM, hein. Votre nœud Bitcoin, ce qu'il fait, c'est un cache, donc c'est-à-dire, en fait, il ne retient dans la RAM que les dernières UTXO qu'il a vu passer, qu'il a vu être créées, qu'il a vu être dépensées. Donc, quand il les a dépensées, il les met plus dans l'UTXO 7 vu qu'elles sont dépensées, mais les nouvelles créées, elles restent ce qu'on dit en cache, c'est-à-dire dans la mémoire vive, justement parce que le protocole fait un peu l'hypothèse de se dire bon, bah, les UTXO qui viennent d'être créés, il y a de fortes chances qu'elles soient aussi dépensées rapidement. Donc, je conserve en cache mes UTXO au fur et à mesure. Et puis, régulièrement, quand la mémoire utilisée, quand le cache devient un peu trop gros, il va se passer ce qu'on appelle un flush. Donc, ce qui va se passer, c'est que le disque dur va écrire le contenu de la RAM, enfin, le nœud va écrire le contenu de la RAM sur le disque dur. Donc, l'UTXO 7, il est aussi conservé sur le disque dur. La problématique dont on parle sur la RAM, c'est que si on fait trop vite augmenter la taille enfin, si le cache est rempli très, très régulièrement, très vite, et ben, du coup, les UTXO vont très souvent retomber dans le disque dur. Et c'est lorsque l'on va vouloir valider une transaction, on va devoir chercher les UTXO qui ont été dépensés par cette transaction. Et parce qu'on vide très très régulièrement le cache de la RAM, qui est dans la RAM, bah, il faut aller les chercher systématiquement dans le disque dur. Donc du coup, ça va ralentir, parce que c'est très long d'aller lire quelque chose dans un disque dur, c'est beaucoup plus long que de le lire dans la RAM. Et donc du coup, ça va ralentir la vitesse de validation d'une transaction. Maintenant, c'est un problème qui est réel informatiquement, ça peut être problématique. Maintenant, il faut quand même se dire, faut se rappeler de ce que j'ai dit au début, les mesures qu'on a prises quand on a dimensionné le protocole, elles sont drastiques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on doit lire les UTXO dans un disque dur au lieu de la RAM que ça y est, votre nœud ne peut plus suivre le réseau. Non, parce que le réseau, presque un téléphone pourrait suivre le réseau, c'est pas le problème. Le problème du téléphone, c'est juste que la gestion de la mémoire, ça va être un petit peu pénible, mais il pourrait suivre le réseau. Du matériel très vieux pourrait suivre le réseau, même si c'est un vieux disque dur. Quand vous utilisez un disque dur pour initialiser un nœud Bitcoin, c'est très long quand il faut faire l'IBD, mais une fois qu'il est synchronisé, il a aucun problème à valider les transactions. Donc vraiment, il n'y a pas de souci avec la RAM. C'est que effectivement, c'est dimensionnant sur du matériel. S'il y a vraiment trop peu de RAM, c'est quand même très compliqué de faire tourner un nœud Bitcoin parce qu'on n'a pas. Mais quand on parle de très peu de RAM, c'est moins de 1 giga de RAM. Hein. C'est pas les 4 gigas que vous avez sur quasiment tous les ordinateurs aujourd'hui. Hein. On parle de si vous avez 500 mégas de RAM, c'est peut-être un peu juste. Si vous avez 1 giga de RAM, bon, vous avez quand même pas mal de marge, mais c'est juste l'IBD qui va être un peu compliqué et tu pourras pas faire tourner un Electrum serveur dessus. Mais voilà, la RAM, ce n'est pas vraiment le problème. Le souci avec Stamps, c'est que ça va faire déjà augmenter la taille de l'UTXO 7 qui ne peut pas être pruné. Donc, mais ça, c'est l'objectif de Stamps. Hein. Leur but affirmé, c'est de ne pas être prunable. Et l'autre problème, c'est surtout que ça utilise des clés publiques pour mettre de l'information. Normalement, les clés publiques, c'est des moyens d'identification, c'est des solutions d'identification qu'on utilise pour autoriser des transactions. Et lorsque l'on va euh, créer des UTXO, on va vérifier la forme du script pubkey, donc du script qui bloque les coins dans l'UTXO. Et le problème, c'est qu'on va aussi vérifier que s'il y a une clé publique, c'est bien une clé publique qui est valide. Donc, et en fait, c'est tous ces vieux scripts qui étaient mal faits, où on faisait trop de vérifications sur les UTXO. Et là, ils les utilisent, ces clés publiques, pour mettre de l'information. Donc, c'est-à-dire ils vont faire une fausse clé publique factice, qu'ils vont volontairement tweaker pour faire en sorte que ce soit une clé publique valide qui soit acceptée par les nœuds. Tout ça pour pouvoir conserver de l'information dedans. Donc,
on voit que c'est tordu en fait comme solution. C'est tordu et ça va, en plus de ça, créer des calculs factices. Les nœuds, on doit vérifier que c'est une clé publique, ça va être une vérification qui n'est pas anodine. Tout ça pour, in fine, quoi? Conserver de la donnée. Alors que pour conserver de la donnée, on a des op-return, on a les ordinals où la donnée, elle n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de valider le script. Donc, voilà, c'est ça le problème de Stamps, c'est que là où Ordinals avait déjà une certaine inefficacité, parce qu'il conservait de la donnée on-chain, mais en même temps c'était un peu son objectif, bah Stamps est encore plus inefficace, qu'il est vraiment très très peu efficace. Donc si les gens commencent à utiliser ça, franchement, c'est terrible, mais d'un point de vue efficacité, c'est juste désolant en fait, principalement. Mais le protocole, il va pas mourir à cause de ça. Et bon, si vraiment l'outil Exo7 il finit comme Ethereum par faire 180 gigas, et ben oui, là, on repriorisera les choses comme Utrixo, etc. Et le problème de Utrixo, c'est que c'est pas non plus gratuit, hein. Le fait de réduire la taille de l'Utrixo7 va augmenter les besoins en bande passante. Euh, mais encore une fois, c'est pareil, la bande passante, on a de la marge. C'est pas comme si on avait designé le protocole pour être à la limite des possibilités techniques. Donc voilà, il faut se rappeler quand même de tout ça, c'est que même les stamps dont on peut considérer un peu plus que c'est une attaque parce que c'est tellement inefficace, c'est une manière tellement inefficace de faire les choses et tellement coûteuse pour le réseau, pour ce que ça fait, qu'on peut considérer que c'est vraiment, c'est le gars a vraiment cherché à faire en sorte de mettre le réseau sous pression. Ça reste quand même quelque chose que le réseau peut facilement gérer, qu'il a de la marge pour pouvoir faire ce genre de choses. Il y avait même des limites qui étaient imposées sur les SIGOPS qu'on a redécouvert parce que justement ce genre de truc éclate les limites, des limites comme ça qui ont été ajoutées par le passé pour ce genre de scripts dont on sait qu'ils sont coûteux. Mais bon, enfin voilà, faut quand même on se rappelle du fait que le réseau il est très très solide. Il a été designé sur des bases quand même très solides, sur des attaques très fortes. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Là, on n'est pas sur une attaque de très grande ampleur qui va détruire votre nœud. Ce n'est pas une attaque sur votre nœud. C'est simplement des gens qui ont une utilisation particulière du réseau et c'est pas très efficace, quoi. Mais c'est tout. Après, c'est un jugement de valeur. Ils font ce qu'ils veulent. Ils payent des frais de toute façon. Donc, ils payent très cher leur inefficience. Donc, c'est leur problème après. Loïc? Ouais, juste pour mettre des chiffres sur ce que disait John tout à l'heure, la part des P2MS, là, c'était 400 000 avant qu'il y ait les histoires de stamps qui arrivent, 400 000 UTXO du coup dans l'UTXO 7. Il y a eu une augmentation grosso modo de 200 000, ce qui est énorme quand même, durant le mois de mars-avril. Et par rapport à l'UTXO 7 total, c'est 140 millions l'UTXO 7 total, actuellement à peu près, en termes de chiffres. Et ouais, juste après, Panta l'a dit sur la fin, mais l'histoire de la RAM, là où c'est très problématique, c'est sur l'IBD quand même. Si t'as pas de RAM, c'est compliqué de faire l'IBD. Alors, en fait, c'est surtout que quand tu fais l'IBD, généralement, tu vas augmenter la taille du cache. Donc, souvent, quand vous installez quand vous utilisez, enfin, moi, je fais souvent référence au guide Raspibolt, qui a été le premier guide à faire des Raspberry Pi, des notes sur des Raspberry Pi. Mais souvent, dans les guides, on va vous dire, il y a un paramètre dans le fichier de configuration de Bitcoin Core qui c'est le DB cache. Et en fait, c'est la taille du cache pour l'UTXO7 et la même pool. La même pool, elle est toujours limitée à une taille de 300 mégas et le reste est utilisé pour l'UTXO7. Et donc, on peut augmenter la taille de ce cache. Comme ça, l'UTXO7, il reste le plus longtemps possible en cache dans la RAM. Ce qui fait que les transactions vont être validées très vite, notamment lors de l'IBD, parce que dans l'IBD, on va vouloir aligner les blocs le plus vite possible pour pouvoir vérifier le plus vite possible que tous les blocs de la chaîne la plus longue. Donc, effectivement, là, ça a un impact parce qu'il va falloir, ce serait bien de le conserver le plus longtemps possible en RAM. Après, sinon, oui, effectivement, ça va ralentir l'IBD si l'UTXO7 a tendance à grandir avec une pente très élevée, parce que du coup, même en mettant un cache, un gros cache pour la validation des transactions, oui, effectivement, il va régulièrement être flush vers le disque dur ou vers le SSD. Donc ça va être assez agaçant. Donc voilà, ça pose un problème du X, mais le réseau en l'état à l'instant T, lui, il n'a aucun problème à soutenir ce rythme-là. C'est juste qu'effectivement, quand on est dans l'IBD, c'est comme si on devait
on devait rejouer toutes les transactions qui se sont passées dans le passé, et donc il faut le faire plus vite que le réseau est actuellement en train de traiter les transactions. Donc il faut être plus rapide que le réseau pour pouvoir se synchroniser avec lui. Et c'est bien pour ça aussi qu'on met des limites aussi difficiles et que le réseau il pourrait traiter beaucoup plus de transactions par seconde sans aucun problème. Mais si on met ces limites, c'est justement pour qu'on puisse rattraper le réseau lorsqu'on initialise un nœud. Et donc effectivement, bah, ça serait plus long. Bon, maintenant, c'est vrai que ce serait plus long, mais quand on prend en compte le fait qu'aujourd'hui, le matériel informatique coûte de moins en moins cher, notamment il y a des SSD qui deviennent de plus en plus abordables alors qu'ils sont de plus en plus gros, bon, bah, c'est tenable. Maintenant, ça reste dommage, c'est sûr, mais c'est pas non plus ingérable. C'est pas non plus comme s'il fallait d'un seul coup prendre un abonnement chez AWS pour pouvoir synchroniser son nœud, quoi. Non, c'est bon, c'est juste que, ok, si tu mets un SSD, au lieu de prendre 3 semaines, ça va prendre 3 jours, quoi. C'est, pour l'instant, on en est là, quoi. C'est tranquille. C'est pas non plus la fin du monde, quoi. Yes, bah ça répond du coup à la question d'un des viewers qui disait mais comment on va faire pour les pays en émergence si tout ça, ça explose? Bon, bah, le problème de dividende, on en a parlé. Et par rapport aux frais, bah oui, il y aura beaucoup plus de batching, il y aura des fédérations qui vont être créées, il y aura du Lightning, et après, c'est d'autres problématiques. Mais je pense que c'est irréaliste de penser que tout le monde pourra faire tout le temps, toutes les 10 minutes, des transactions à bas coût. Il va falloir optimiser, il va falloir qu'ils se mettent ensemble pour, en effet, passer outre la censure dans une certaine mesure. Après, on n'est pas sur un scénario où c'est terminé, plus personne ne pourra faire une transaction sans devoir payer des fortunes. Je veux dire, il y a une autre question, après je te laisse la parole, Loïc, qui dit jusqu'à où les frais peuvent monter et combien de temps. Bon, évidemment, je vais vous répondre, c'est le marché qui décide, on ne peut pas savoir. Par contre, sur le moment, il n'y a plus assez de personnes qui sont prêtes à payer aussi cher, ou pas, peut-être que j'ai tort. Donc ça s'arrête quand la hype un peu redescend ou quand les gens ont payé trop cher. Parce qu'à un moment, il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à payer de plus en plus cher pour une commodité. Donc c'est la bulle spéculative qui monte, qui monte, qui monte. Sauf que bah, le moment où il n'y a plus personne tout en haut qui veut payer, ça redescend très très vite tout en bas parce que bah, il n'y a plus personne qui les suit dans leur folie de mettre des frais, je ne sais pas combien de milliers pour faire quelque chose. Et oui, sur Ethereum, les gens ont toujours payé 300 balles. Et bah écoutez, j'ai jamais compris pourquoi. Et je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas autant d'argent à se faire en vendant des scams sur Bitcoin. Peut-être qu'au contraire, si, et c'est le début d'une nouvelle bulle. J'avoue qu'il n'y a pas de réponse. On verra bien quel est l'avenir. Mais voilà, ça peut monter aussi haut que ça peut monter les frais. Tu peux avoir des frais à 600 euros si tu as envie. Et ça peut redescendre aussi vite que la hype peut terminer. Loïc? Ouais, bah, sur cette histoire de frais, c'est en lien avec la question précédente. Il y a Gigi qui est venu intervenir dans le précédent Space Cake, qui disait quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, les mecs, ils ont une incitation à être, en utilisant les BRC20, ils ont une incitation à faire passer leurs transactions très rapidement, parce que c'est les premiers à minter qui ont les tokens, c'est les premiers à transférer qui pourront faire leur vente. Donc, il y a ça qui est différent par rapport à l'utilisation d'ordinals pour les inscriptions d'images. Et finalement, ça peut continuer tant qu'ils auront une espérance de gain plus forte que les frais sur leur mintage de tokens et autres joyeuseries BRC20. Maintenant, ouais, c'est ça que je voulais demander aussi, un peu la même question. Vous pensez que ça va durer, ces choses-là? Il y aura bien un moment où ils auront plus de sous, non? Alors, il y a des gens qui ont de la thune à l'infini. Donc, je pense pas que plus de thunes, ça peut. Je pense qu'ils peuvent se rendre compte que leur attaque est Alors, si c'est des gens rationnels qui font une attaque ou qui savent à peu près ce qu'ils font, à un moment ou à un autre, ils vont se dire, bon, bah, on dépense beaucoup d'argent pour pas grand-chose, on arrête. Si c'est une vague de personnes collectifs, à un moment, la hype va descendre ou alors il y aura trop de pertes, trop de sang, et donc ils vont juste arrêter. Genre, quand la 400e millième collection ne se vend pas, bon, bah, le mec qui en a créé 10 000, il arrête, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a une rationalité qui se crée. Et je ne sais pas si ça va durer. Moi, je ne le vois pas du tout comme le début d'un cycle qui durerait des mois et des mois. Et dans 2 ans, on est en mode Space Cake 147. Oh putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est jamais. Tu parlais d'Ordinals, il y a une autre question. Il y a eu, alors je l'ai vu également, je ne me suis pas renseigné, un décalage sur les chiffres dans Ordinals. Est-ce que l'un de vous s'est positionné là-dessus ou c'est un petit peu de quoi on parle? Et il y a Doc Marmotte qui veut poser des questions après. John, Je tu sais veux pas expliquer ou Ouais. c'est toi qui avais découvert? Je n'ai pas forcément tout suivi. C'est juste qu'en fait, donc Ordinals, pour rappel,
alors c'est on-chain, mais en fait, c'est une sorte d'abstraction. On pourrait presque dire que c'est une sorte de layer 2 qui définit comment on compte, on énumère en fait les satoshis. Et donc, il y a une histoire de sortie de transactions. Et donc, en gros, le protocole Ordinals, en fait, il indexe les satoshis de cette manière-là. Et en fait, Super Testnet, qui est un développeur Bitcoin, qui quand même, enfin voilà, qui a développé quand même pas mal de choses, il a fait une transaction alors qui est valide. C'est là un peu l'ambivalence de Bitcoin, c'est que c'est une transaction qui ne pourrait pas être relayée sur le réseau, mais qui en tant que telle, parce qu'elle n'est pas standard, mais qui en tant que telle est valide. Donc il a envoyé une transaction un peu particulière directement à un mineur qui du coup l'a inclus dans un bloc. Et en fait, ça a provoqué un décalage dans l'indexation des nouvelles inscriptions. Moi, je m'en étais arrêté là. Je ne sais pas si après vous avez creusé plus que ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, c'est une transaction qui prend une entrée de 0 Bitcoin et qui la dépense dans une sortie de 0 Bitcoin, comme une inscription. Ouais, ça c'est la Et ouais. c'est ça la transaction problématique. Et en fait, ce qui se passe dans le protocole, enfin dans l'implémentation de référence du protocole Ordinal, ce qui se passe, c'est que Ordinals va considérer que c'est une vraie inscription qui existe et il va l'attacher à l'UTXO en question. Mais le problème, c'est que cette UTXO, elle a 0 Bitcoin, donc il n'y a pas de Satoshi dedans. Donc en fait, ce qui se passe, je n'ai pas très bien compris, mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il va dire ah bah c'est le Satoshi suivant. Je ne sais pas pourquoi il choisit le Satoshi suivant, comme c'est codé en Rust, je ne vois pas comment il a fait pour encoder cette condition au moment dans le code et comment le code le fait pour le faire tout seul. Et donc en gros, ce Satoshi à laquelle va être attaché l'UTXO, ça va être la Coinbase du mineur. Mais du coup, c'est un Satoshi supplémentaire qui du coup vient s'ajouter au décompte des Satoshi du protocole ordinal. Et donc du coup, bah, en fait, ça décale tous les décomptes de Satoshi sont décalés de 1 à la suite de cette... donc tous les prochains Satoshi qui seront minés, ils seront décalés de 1 potentiellement. Et puis ça peut décaler les index d'inscription aussi. Et je crois que certaines inscriptions se basent sur l'index de l'inscription, c'est-à-dire la combientième inscription c'est pour regarder les échanges, mais ça, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc c'est un trick comme ça, c'est créer une UTXO qui n'a pas de Satoshi, et comme l'implémentation considérait que de base, il y avait forcément un Satoshi dans une UTXO, il crée un genre de nouveau Satoshi, et du coup, ça décale tous les index. Ok, super intéressant. Je te passe la parole, Doc. Avant, j'avais noté un truc sur ma feuille et ça en lien un peu avec ce que vous dites. Les BRC20, de ce que j'ai compris, ils sont pas traqués universellement par tout le monde avec notre nœud. Donc en fait, pour voir les balances exactement qui a quoi, il faut se fier il faut se fier littéralement du coup à brc20.io ou alors à Unisat qui ont eux-mêmes deux bases de données différentes de qui a quoi, comment et combien. C'est pour dire un peu le niveau de pas optimisation. Enfin, ça me paraissait un Bah, en peu fait, fou c'est qu'on réduise ça. normal. En fait, c'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que les BRC20, ça utilise les inscriptions pour mettre des données transactionnelles. Donc, en fait, tu écris ta transaction dans les inscriptions, mais cette transaction, elle n'est pas interprétée par les nœuds complets. Les nœuds Bitcoin ne comprennent pas ce qu'il y a dans cette transaction. Par contre, tu peux très bien créer ton nœud de surcouche quelque part qui va traquer toutes les inscriptions qui sont faites et qui, quand il reconnaît une donnée transactionnelle liée à BRC20, il va la traiter comme étant une transaction normale en lisant littéralement le contenu de l'inscription et en exécutant l'action associée. Et ça utilise les adresses Bitcoin après comme des genres de comptes comme sur Ethereum. Et donc, du coup, effectivement, si tu veux être souverain dans ton utilisation de BRC20, il faut faire tourner un node BRC20, si tu veux. Donc, il faut prendre une implémentation du protocole BRC20. Il faut synchroniser, c'est-à-dire faut refaire un genre de scan de la blockchain avec ce nœud-là qui va traquer les inscriptions et qui va écrire, qui va exécuter les transactions les unes à la suite des autres pour ensuite avoir effectivement l'état des comptes, c'est-à-dire combien à telle adresse de BRC20. Ok, trop cool. Doc, vas-y.
Ouais, bonsoir à tous. Moi, c'était pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, enfin plutôt essayer d'imaginer la perspective et après je vous laisse repartir sur la technique qui est plutôt intéressante. Donc tu parlais de savoir est-ce que ça allait durer ou pas ce phénomène sur BTC. Moi, je suis dubitatif parce qu'en fait, si tu compares à tout ce qui se fait sur Ether et les autres blockchains EVM, sur les NFT, tu peux y associer des utilités, tu peux leur coder des spécificités, etc. Et si j'ai bien suivi, sur BTC, bah, en fait, tu peux juste y attacher une image, grosso modo. Et donc, je pense que ça va faire un petit peu comme au tout début, on va dire en 2014, où tu avais plein de blockchains différentes qui sortaient et qui essayaient de limiter Bitcoin. Tout le monde misait un peu dessus, puis au final, c'est effacé. Et les NFT, au début, ça a été un peu pareil. Tu as tout le monde qui s'est mis à investir sur des images comme ça qui n'avaient strictement aucune utilité. Et on voit que bah, y a que de très rares collections qui existent encore avec la simple image qui contiennent. Souvent, tu as des utilités qui sont associées à chaque NFT. Et ça, pour moi, alors dites-moi si je me trompe, on n'est pas capable de faire de l'interaction avec les ordinals, les BRC20, etc. Par exemple, mettre un robot Discord pour vérifier que tu possèdes bien un ordinal ou des choses dans le genre. Alors, pour te répondre, je pense que ça, c'est pas problématique. Je suis dubitatif sur l'utilité. Faut comprendre que ce qu'apporte, enfin, je le répète assez souvent sur Twitter, ce qui apporte en fait les inscriptions, c'est que l'image, donc, elle est encodée directement dans la sortie de transaction, dans l'UTXO plutôt, et ce qui fait qu'en fait, ton image, elle est au delta des nœuds qui vont faire du pruning. Elle va être stockée sur des dizaines de milliers de nœuds. C'est un peu le sondage que j'avais mis ce matin un peu en mode troll, c'était inscription, stamp, S3 Object Locked ou IPFS. Mais en fait, si tu regardes bien, si tu cherches la plus grande immuabilité et résilience de ta donnée, tu ne trouveras pas mieux que sur Ordinal, enfin les inscriptions et Stamp, même si j'aime pas Stamp. Et donc en fait là, ce qui est mis en fait, ce qui est valorisé, c'est pas tant le NFT, mais le fait que tu as donné en fait, tu as adressé en fait la problématique de la manière la plus résiliente, dans le sens où ta donnée elle va être inscrite à énormément d'endroits en même temps. Après, la question c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que cette valeur, c'est pas c'est pas surévalué? Moi, je pense que oui. Je pense pas que un NFT il ait besoin d'être stocké sur des dizaines de milliers de nœuds. Mais mon avis, je pense que tout le monde s'en fiche un petit peu. C'est le marché qui décide. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire c'était un peu too much. Et peut-être qu'en fait, ce qu'on avait avant, c'était peut-être suffisant. Peut-être que simplement une image stockée sur 100 serveurs, en fait, via IPFS, ce genre de choses, bah, en fait, c'est très bien. Et c'est ça aussi que je disais, c'était que Stamp, quand il challenge Ordinal, c'est dire bon, bah, on peut pas être pruné. Bah oui, d'accord. C'est-à-dire que tes inscriptions, elles peuvent être prunées, donc elle sera peut-être sur moins de nœuds, mais c'est toujours bien plus. C'est nettement au-dessus des standards de l'industrie informatique et même au-dessus des technologies type Web3, IPFS, etc. Donc voilà, après, ça ne répondra pas forcément à la question de est-ce que c'est un effet de mode ou pas, quoi. Non, je pense, alors du coup, moi, ce que j'avais compris de la question de Marmotte, ce qui m'intéressait, parce que j'ai pas la réponse, c'est à quel point les ordinals ou les stamps peuvent être exploités en dehors de Bitcoin pour être plug à plein d'autres systèmes existants déjà, style par exemple Discord, site internet, Ouais, mais accès à. enfin, tu peux, enfin, si, enfin, il faut voir que c'est une surcouche à Bitcoin, les ordinals et les inscriptions. Tu peux très bien faire des choses modifiées pour même faire des bridges, etc. Donc après, oui, il suffit juste de faire un peu de développement pour après les plugger à d'autres systèmes. Je vois pas en quoi c'est vraiment problématique. Après, moi, de ce que j'ai compris de la question aussi, c'est est-ce que avec ce système d'ordinals, enfin d'inscription ordinals pour faire des BRC20 ou de stamps, est-ce qu'on peut faire des choses qui sont aussi complexes que les smart contracts qu'on a sur Ethereum? Et la réponse est oui, mais pas en l'état actuel de ces protocoles. C'est-à-dire que BRC20, ils ne se sont pas fait chier
Ils ont appelé ça BRC20 et il n'y a que 4 fonctions qui sont utilisables sur les jetons BRC20. C'est de deploy, de mint et de transférer. Et je ne sais même pas s'il y en a une autre. Je dis 4, en fait, j'en ai que 3. Donc vraiment, c'est des fonctions ultra basiques, mais rien n'empêche d'avoir des fonctions plus compliquées. Parce que comme ce n'est pas des données qui sont vouées à être interprétées par les nœuds Bitcoin, bah, il n'y a aucune limite. Tout dépend de qui et comment va l'interpréter, qui va l'interpréter et comment en fait. C'est la seule question. On pourrait très bien mettre des bytecodes qui correspondent à des programmes sur le VM d'Ethereum, faire tourner un nœud qui se contente de lire les inscriptions et d'exécuter les transactions qui sont inscrites, et bam, tu as reproduit le VM Ethereum dans le système BRC20. Mais c'est juste une question de protocole de seconde couche. Au fond, RGB, c'est exactement le même principe. RGB, c'est nous, on fait des transactions, on les commit via des single-use seals. Bon, ça, c'est un système compliqué, mais fondamentalement, c'est la même chose. On regarde ensuite le contenu de la transaction, on l'exécute, et bam, ça fait un smart contract. Donc là, c'est pareil. C'est qu'une question de comment interpréter les choses correctement. Et donc, on peut très bien faire des choses très compliquées avec ce genre de système. C'est juste qu'encore une fois, c'est vraiment pas efficient parce que tu vas payer des frais en fonction de la taille du bytecode que tu vas mettre. Tu vas devoir attendre 10 minutes pour chaque transaction pour faire ta confirmation, etc. Tu seras limité en scalabilité parce que tout le monde va devoir valider ce genre de programme compliqué, alors que sur RGB, c'est pas le cas. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas de limite à l'imagination, hein. Tout ça, c'est juste de l'ancrage de données dans la blockchain de façon à ce qu'on ne puisse pas les double dépenser en identifiant qui est la première donnée qui est arrivée sur la blockchain simplement. Et après, on fait ce qu'on veut. De toute façon, les nœuds Bitcoin, ils n'interprètent pas ces choses-là et ils t'autorisent à écrire n'importe quoi dans les inscriptions. Il n'y a pas de problème. C'est juste que tu fais à chaque fois 2 transactions et une pour commit l'inscription et une pour la révéler. Et après, il faut aller la repérer, la lire sur la blockchain, l'indexer efficacement. Mais tout ça, c'est parfaitement faisable, quoi. On peut très bien faire un indexeur de choses comme ça pour que ce soit assez efficace et que ça fasse le travail, quoi. Ok, bah, merci bien pour ces petites réponses super Ouais, complètes. juste, j'avais vu un thread il y a quelques temps où il parlait en fait, d'une EVM sur Bitcoin en se basant sur justement les ordinals, où en fait dans l'inscription on mettait un smart contract. Je ne sais pas trop où ça en est, j'ai pas trop creusé. Ce que je veux dire, dans l'absolu, avec ce système d'inscription et d'ordinals, en fait, on peut faire encore de l'abstraction, en fait, faire tourner encore autre chose dessus. Faut voir ça vraiment comme une forme de seconde couche à Bitcoin, un petit peu ésotérique, mais voilà quoi. Ok, ok, bah nickel. Est-ce que ça répond à ta question, Doc? Moi, je pense que oui, t'as mis un petit plus. Les amis, ça fait 1h16. On n'a plus d'autres questions sur le chat. Si, on a eu 2 scams de Binance, mais à part ça, on n'a pas eu d'autres de vraies questions sérieuses. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Non, en tout cas, c'est mes notes, hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les discussions potentielles. Alors, si, il y a 2 demandes. Alors, il y a le hasard et crypto. Je vais mettre le hasard parce que crypto, j'ai lu ta question, donc je vais répondre tout de suite. Les questions de crypto, c'était est-ce que ça augmente la taille de la blockchain? Bah, du coup, naturellement, oui, comme les ordinals. Est-ce que ça rallonge le temps de téléchargement de la blockchain? Du coup, oui, on en a déjà parlé, je t'invite à réécouter le replay. Et est-ce que c'est une attaque contre la décentralisation du réseau Bitcoin? Oui et non. Oui, je peux considérer que oui, parce que c'est plus dur d'initialiser un bloc. Mais encore une fois, Pantamis a répondu en long, en large et en travers sur l'aspect technique et on a déjà des épisodes du Space Cake sur l'IBD également. Grosso modo, non. Non. Enfin, par rapport à toutes les questions, on n'est pas sur quelque chose qui va fondamentalement tout transformer demain, quoi. Si ça ne répond pas à tes questions, n'hésite pas, tu continues à prendre la parole, tu la prends juste après. Hasard. Hasard, vas-y, à toi. Oui, Merci beaucoup, de bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah putain, putain, Comment dire, le fee market, là, je le trouve assez ouf quand même, parce que, comment dire, d'un côté, on a des gros exchanges comme Binance qui disent que ils arrêtent tout simplement les retraits, parce qu'il y a trop de frais de transaction.
C'est pareil, mon boss en PM, il m'a fait ouais, il y a trop de frais, etc. Ça devient n'importe quoi. Donc, j'ai envie de voir comment va se passer les prochains mois quand même, parce que je trouve quand même qu'on arrive sur une sacrée activité. Donc, à moins qu'on arrive à calmer des dégènes, ça va être assez compliqué. Bah, les dégènes, tu les calmes quand ils perdent leur thune, hein. Tu sais, à un moment, ils ont plus de thunes, ils retournent bosser, hein. C'est con, mais. Ils payent la sécurité, c'est bien. Ouais, nous, on est content. D'ailleurs, ils payent la sécurité qu'ils n'utilisent pas pour autant, puisqu'ils sont tous en layer 2, comme vous avez expliqué juste avant. Oui, Ouais, et puis en plus, sécurité contre la double dépense, oui, c'est sûr, c'est uniquement ça qu'ils payent. après, tu as des gens qui font l'inverse, hein. Tu as des gens qui minent, mais ils ne sécurisent pas la chaîne qu'ils utilisent pour vendre leurs choses. Donc, tu vois, des fois, il y a des gens, ils aiment bien faire les deux côtés. Shaxa, j'espère que je prononce bien. Je t'en prie, vas-y. Oui, c'est bien prononcé. On table pour l'instant sur le fait que, que la hype va s'essouffler, sauf que les possibilités sont à peu près infinies grâce aux secondes touches, grâce aux secondes couches. Dans un monde où ce serait maintenu par du marketing, par des influenceurs ou par un cercle vertueux de dégènes, vous n'avez pas peur qu'à terme, ça donne lieu sur un soft fork, voire sur un hard fork d'une communauté qui voudrait se défaire de ce genre de protocole? Alors, c'est complètement. Alors, c'est possible que des gens fork, je veux dire, il y a Francis de Bitcoin Bull qui en parle, il y a un certain groupe de Bitcoin Maxi qui sont vraiment anti-ordinals. Après, bonne chance à eux. Même s'ils veulent fork, je suis pas sûr que tu as parmi les gens ici, je pense qu'il y en a quasiment aucun qui suivrait. Donc c'est vraiment une minorité des Bitcoin Maxi qui ont plus une dent face à la degen plus qu'autre chose. En plus, ça sécurise le protocole comme on en a parlé. Donc franchement, je ne vois pas le fork réussir. Après, il peut exister, genre tu peux fork demain toi le réseau si tu as envie. Et après, est-ce que ça peut, c'est un peu la question, est-ce que ça s'essouffle ou ça souffle pas? Et en fait, bah, comme d'un coup, tous les altcoiners, ils se rendent compte qu'ils peuvent foutre tout sur Bitcoin, que c'est plus résilient, plus immuable, bah, ils vont pas se priver, ils vont le faire, ils ont de l'argent, les influenceurs, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Ok, c'est le scénario, du coup, on part en boule. Pas forcément sur le prix du Bitcoin, mais on part en boule sur l'utilisation, les transactions, les frais. Ça peut durer très longtemps. Bah, comme on a dit, c'est simplement, comme Fanny s'est dit au début, ça arrive plutôt compensé. Au final, ça renforce la position de Bitcoin sur le marché, ça renforce la sécurité. Toutes les boîtes vont s'adapter, ça fera exploser l'importance des sidechains ou de Lightning. Ouais, ça mettra des priorités en dev sur d'autres choses. Après, heureusement que ça arrive maintenant et pas il y a genre 2 ans avant qu'on ait des softs. Enfin, les softs qui sont arrivés permettent pas mal de trucs. Enfin, j'aime bien, c'est eux qui sont la cause. Mais dans l'idée, genre, je pense qu'on peut s'en sortir et ce serait très intéressant pour le marché de se poser la question, ok, si tu as raison, pendant 2 ans et demi d'affilée, là, les frais baissent pas et qu'en plus après on se tape un halving plus un bull run avec les frais déjà super hauts et qu'à la fin du bull run, nos frais ils sont à 250 pour le gars lambda, Bitcoin est mort, Bitcoin redescend, fin du nouveau cycle, bah franchement, je trouve que ce serait extrêmement intéressant et j'ai le popcorn prêt. Donc ouais, c'en est possible, clairement. C'est possible hein, s'il n'y a pas de limite, comme dit Pantamis, c'est notre imagination la limite. Donc il n'y en a pas trop, quoi. Après, c'est pas efficace, donc tu payes cher. Après, j'ai envie de dire, bah, ils peuvent toujours forquer, il n'y a pas de problème, hein, juste on les regarde, et puis fun staying poor, hein, j'ai envie de dire à un moment, parce que bon, voilà quoi. Si on doit forquer à chaque fois que quelqu'un n'est pas content, Mais merci pour ta réponse. Est-ce que tu vois, t'en penses quoi? Parce que je vois que tu as un masque t'as un masque, bah, bref, qu'est-ce que toi, du côté plus Alcon, je pense, peut-être, je ne sais pas, tu le vois comment, toi? Tu vois qu'il y a de l'engouement pour aller vers Bitcoin? Je sais pas, Doc, même question pour toi. Vous voyez quoi de votre côté du monde? Parce qu'on va dire qu'il y a un Je, miroir automatique. je sous-estime pas du tout le pouvoir de la hype des influenceurs et d'à quel point des dégènes ou des trolls peuvent porter très très loin un projet. Donc, mais après, j'ai pas le point de vue technique, donc je suis peut-être pas aussi réticent que vous pour ces raisons-là sur l'avenir de ce truc-là. Et on a bien vu que la communauté Bitcoin a déjà été divisée par certains événements, mais encore une fois, je suis hors du BTC, donc je sais pas trop. Si tu me dis que ça risque pas de créer une vraie dissension et que ça risque pas de donner lieu à un soft fork ou à un hard fork digne de ce nom, bah je te fais confiance parce que je connais pas du tout
ce domaine-là. On peut se tromper. Hein. Ce que je disais juste en fait en début de, c'est qu'en fait le hard fork ou soft fork, c'est quelque chose qui est plutôt inefficace. C'est-à-dire que si la communauté choisissait de faire un fork, je doute vraiment qu'en fait il y ait une vraie efficacité in fine, quoi. Il n'y a pas de plus-value. Bah, enfin, je pense que la balance bénéfice-risque, en fait, il n'y est pas. C'est-à-dire que le bénéfice est pas terrible. Hein. Et le risque, par contre, il est fort, quoi. À chaque fois qu'on s'expose à des forks, et sur Bitcoin, c'est d'autant plus important. Même si on voulait faire passer en soft fork, enfin, je pense qu'il y a des. Quand on parle de soft fork, on se dit bah c'est plus safe, etc. Mais en fait, un soft fork, c'est pas forcément plus safe et ça peut se transformer en hard fork. Surtout quand il n'y a vraiment pas de consensus. Donc, je pense que les gens qui veulent dégainer les forks, soit c'est qu'ils veulent juste raconter une histoire sur Twitter, soit qu'ils n'ont peut-être pas bien évalué les risques derrière. Mais de toute façon, aujourd'hui, par rapport, enfin, tu regardes la guerre des blocs, tu regardes aujourd'hui, si tu dois avoir un fork, il faudrait que tous les podcasteurs soient d'accord, il faudrait que vraiment tout. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui vont faire confiance à des gens, il faudrait vraiment qu'il y ait une cohésion tellement considérable que ça n'arrivera pas parce que même dans les podcasteurs américains, personne n'est d'accord, dans les maxis, ils ne sont pas d'accord. Donc, il vaut mieux ne rien faire dans ce cas, être défensif, plutôt qu'être proactif, essayer de faire un changement. Et je pense que même ces gens-là qui ont des exchanges, qui ont tout leur business basé là-dessus, ils ne vont jamais prendre le risque. Ils gueulent sur Twitter, mais à la fin, le jour où ils vont appuyer sur le bouton, ils ne vont pas appuyer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la majorité. Et même s'ils avaient la majorité, ils n'ont pas l'extrême majorité. Donc, tu ne prends pas le risque. Moi, je trouve la vie beaucoup plus facile sur la Binance Smart Chain. Quelqu'un m'a dit Binance, ils ont repris les withdraws il y a, du coup, quand j'ai vu maintenant l'annonce, il y a 25 minutes. Donc c'est bon. Ils faut nous ont passer. écoutés. C'est pour ça. Probablement. Doc, je me demande, si t'es encore là, c'est quoi un peu ton avis, toi, de ton côté, de ce que tu vois, plus DeFi et tout? Il y a un engouement, les gens réfléchissent à Bitcoin, est-ce que les gens ils ont essayé? Est-ce que finalement ils s'en foutent? Comment ça se passe? Enfin, quel est-ce que tu vois de ton côté? Alors, moi, de mon côté, je vois que, en fait, il y a un gros mouvement de personnes qui entendent parler qu'il y a de l'argent à se faire de ce côté-là. Du coup, on va dire les plus curieux techniques des gains, ils foncent. Après, de mon point de vue, ne serait-ce que quand j'ai monté le projet Marmotoshi, donc du coup, j'ai distribué des Satoshi, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même la majeure partie des personnes qui sont tombés un peu dans le monde de la crypto via Ether, via les NFT, via le monde de la DeFi, tout ça. Et quand je leur demandais une adresse BTC pour leur envoyer des sats, pour leur envoyer des sats, souvent ils m'envoyaient un 0x, quoi. Je leur disais non, il me faut une adresse BTC. Ah ouais, mais ça marche comment? C'est sur BSC? Non, c'est BTC, quoi. Et donc je pense que la majeure partie des utilisateurs, dès qu'ils sortent du monde MetaMask, ils sont un petit peu perdus. Ils ne voient pas spécialement comment ça fonctionne. Donc je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont arriver dessus comme ça. Et après, comme je disais, les limites techniques. Je pense qu'on voit ce qui se passe sur Ether, qui est déjà fait de base pour traiter beaucoup plus de transactions avec du computing on-chain. BTC, arrêtez si je me trompe, mais il n'est pas trop taillé dans cette optique-là. Même s'il est capable de les encaisser, forcément, si on commence à arriver à avoir le nombre de demandes de contrats, donc tout ça pourrait se faire en layer 2, je suppose. Mais on-chain, je pense que ça va commencer à bouchonner et les frais sur BTC, pour moi, BTC, ça reste la réserve de valeur. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, la nature va faire le boulot tout seul. Quand tu vas avoir un BTC qui va se mettre à exploser, les gens ils vont lâcher l'affaire d'essayer de faire des transactions dessus, quoi. Ou alors, tu auras juste, ça deviendra un espèce de monde de baleines qui se fait plaisir à s'échanger des ordinals ou des trucs dans le genre pour bouger sur leurs impôts, j'en sais rien. Mais je ne vois pas le grand public arriver tout de suite dessus, quoi. Perso, je pense pas qu'il y ait une trop grosse barrière technique à l'entrée.
quand tu regardes un petit peu les derniers outils qui ont été développés, tu m'aurais dit ça au mois de mars ou avril même, je t'aurais dit OK, mais là, depuis avril, il y a des outils comme Unisat. Ils ont repris tous les codes d'Ethereum. Tu regardes leur plateforme, le portefeuille en extension de navigateur comme MetaMask. Même à l'intérieur du portefeuille, ça ressemble à MetaMask. C'est un système de fonctionnement avec des comptes, des adresses. Donc, je ne pense pas que la barrière à l'entrée, elle soit trop grande maintenant avec des outils comme Unisat. Possible. J'ai pas encore testé. Enfin, j'ai vu le site Unisat, mais je suis pas encore penché dessus. Après, ce qui fait que je parle là juste au niveau DeFi, pas au niveau NFT, mais au niveau DeFi, ce qui a créé une grosse traction, c'est l'arrivée des stablecoins dollars. On va pas se mentir, c'est un petit peu eux qui ont créé la DeFi, et je sais pas si si des établissements comme Tether, etc., pourraient avoir la même mécanique sur BTC qu'ils l'ont sur tout ce qui est blockchain EVM, quoi. C'est vrai, ça. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir des entreprises qui vont se positionner sur un stablecoin BRC20? J'espère que non, hein, parce qu'on a déjà des stablecoins. Enfin, tu vas sur BISC et tu vends tes bitcoins pour des eurocoins physiques. Et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de stablecoins qui vont, entre guillemets, créer des fonctionnalités inutiles et centralisées sur le réseau, quoi. Après, en soi, c'est pas impossible hein, d'imaginer ce genre de truc, mais là, dans l'état actuel des choses, le protocole BRC20 supporte pas assez de fonctionnalités pour pouvoir faire un stablecoin. Parce qu'un stablecoin, ça nécessite des capacités d'inflation et de déflation du coin en fonction de la demande, et puis surtout, faut que ce soit conditionné par une clé publique qui correspond à la clé publique de l'émetteur et de l'émetteur du stablecoin, quoi. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Mais s'ils implémentent un système de type smart contract by code EVM sur des inscriptions ordinals, et ben là, après, c'est possible. Maintenant, je, je vois pas Tether lancer un USDT sur ce genre de choses, quoi. Ça me paraît pas. Je pense qu'ils sont plus en mode, bah non, en fait, on va attendre RGB, quoi, en fait, pour faire ça. Donc, je les Il y a vois pas faire ça. il y a les ORC20 qui permettent de faire ça, d'augmenter, de baisser la supply, d'adapter. Les ERC, ouais, bien sûr. Bah, en Les fait, c'est ORC avec un O. Ah, et ça y est, il y a un autre truc maintenant. Ouais, Ok. il y a des nouveaux trucs. Il y a les ORC là. Ouais, Ok. c'est Grito qui m'a fait découvrir ça. Je ne connaissais pas non plus Ah, avant. yes. Mais c'est des trucs plus flexibles. En gros, c'est pareil que les BRC, mais c'est plus flexible au niveau de la L'émission. politique que tu vas donner aux jetons. Ouais. Yes. Ok, donc t'as quelqu'un qui va pouvoir détruire des jetons ou qui va pouvoir en remettre de nouveau, quoi. Après, Ok. je pense que, enfin, ce que je vois quand j'écoute Doc, c'est que c'est ce que je vois aussi avec les viewers ou quand je vois des conférences plus crypto. Le monde de la crypto, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans Bitcoin. Pour eux, c'est mort depuis longtemps et c'est de l'or digital. Et ils n'y s'y intéressent pas. Tu es avec un mec qui installe des systèmes de paiement crypto chez les banques. Tu lui montres Lightning, il ne connaît pas Lightning, alors que c'est top de l'industrie, extrêmement. Enfin, il est extrêmement haut dans le game, il installe des systèmes, des infras partout, il ne connaît pas Lightning. En fait, je pense vraiment qu'il y a une déconnexion complète entre ces deux industries, Bitcoin et les cryptos. Et en fait, les gens en crypto, DeFi, bah, ils sont très contents de leur solution. Ils disent, bah, nous, on a des trucs, on s'en fout de Bitcoin, c'est trop lent, ça n'existe pas, RGB, ça arrivera jamais, Lightning, oui, bon, vite fait, mais non. Et nous, on est tellement dedans tout le temps qu'on dit, bah, évidemment, que c'est incroyable, mais on ne s'intéresse pas non plus à ce qu'il y a. Et donc, en fait, clairement, les gens qui sont à fond dans le DeFi, bah, ils s'en foutent et ils savent même pas que sur Bitcoin, on peut faire potentiellement des choses ou pas. Et quand on leur dit bah, les rendements sur Lightning, c'est 0,3%, évidemment, tu crois qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont venir chez nous. Enfin, c'est pas, c'est juste deux mondes différents, je pense. Ça fait 1h30, j'ai des messages en DM qui me disent c'est long. Donc, il y a John qui est parti. Bisous, John. Merci à toi d'être passé. Est-ce qu'il y a encore des questions, des sujets? Enfin, on peut continuer. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai toute ma soirée. Mais en tout cas, merci d'être resté aussi longtemps si besoin. Pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça fonctionne techniquement, allez voir le thread de Gritoshi. Il a fait un super thread là,
sur l'intérieur des fichiers JSON, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, tout ça. Je peux poser une question? Tout à l'heure, tu parlais d'éventuellement d'avoir des stablecoins ou autres. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que de réels projets soient déployés sur cette chaîne-là, comme des tokens, comme autre chose, dans la mesure où là, pour l'instant, c'est un truc qui vient d'arriver. Donc, quand ça vient d'arriver, les premiers trucs qu'on voit, forcément, c'est tout naze. Si on reprend l'écosystème NFT, les premières choses qui ont été mises, des images, s'il n'y avait pas de projet solide, il a fallu attendre un petit peu, plusieurs vagues, pour que la communauté trouve un côté vertueux dans l'écosystème. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on peut réellement voir des choses émerger de ce protocole-là et qui finalement ils finissent par perdurer sur la chaîne? En fait, moi, je pense que, enfin, actuellement, non. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de système à la EVM qui tourne dessus, quoi. Mais bon, si tu veux, les gens qui sont le plus avancés dans faire ce genre de choses sur Bitcoin, c'est les gens de RGB. Ça fait des années qu'ils bossent là-dessus, mais c'est pas facile. Et puis, ils font des choix qui font que ça va mettre du temps à être adopté. Mais on peut déjà faire des choses beaucoup plus scalables et beaucoup plus complexes avec RGB. Bon, là, c'est juste qu'il y a une hype en ce moment, donc il faudrait que quelqu'un ait l'idée de coder, de se dire qu'il peut coder une VM en mettant les bytecodes des smart contracts et tout ce qui est transaction dans des inscriptions ordinals. Ça nécessite un peu de travail, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas non plus infaisable, quoi. Mais le problème, c'est que ça reste quand même très inefficient par rapport à un RGB où ça va être beaucoup plus efficace en termes de frais à payer pour les transactions parce qu'on n'inscrit pas les transactions directement on-chain, donc ça a quand même plus de sens, enfin, et c'est moins cher. Donc je dirais après le mieux est l'ennemi du bien, hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir cette idée, qui va le faire et que ça va exploser parce que bah, les gens veulent tellement de l'EVM pour faire leur truc que voilà ça pourrait arriver. Maintenant bon j'aimerais bien qu'on attende un peu parce que bon bah il y a RGB qui le fait mieux, donc si les gens pouvaient plutôt se tourner sur RGB ça m'arrangerait bien. Mais c'est voilà. Donc c'est possible. Techniquement, c'est faisable. Maintenant, je pense que c'est pas implémenté actuellement, donc c'est pas très utilisé. Maintenant, il y a Loïc là qui parle des ORC20, donc il faut que je regarde les ORC20. Mais sinon, théoriquement, c'est faisable. Maintenant, c'est pas fait. Et je pense que après, une fois que si ça venait à être fait, potentiellement, si ça sort au bon moment, il y a moyen que ça prenne un peu. Après, que ça reste long terme, j'en sais rien, parce que vraiment, ce que je disais sur le stablecoin, c'est que bon. Le plus gros producteur de stablecoin, ça reste quand même Tether. Et je ne les vois pas faire un stablecoin sur ce type de choses. Ils veulent le faire sur RGB parce qu'ils ont contribué à RGB depuis longtemps et que c'est quand même plus techniquement mieux fichu quoi, pour faire ça. Mais bon, c'est voilà, hein, je suis pas Bitfinex, je suis pas Tether, donc je peux pas dire. Mais c'est pas impossible. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable? Je ne suis pas complètement sûr, hein. Je veux dire, pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop tôt, quoi, techniquement. Gritoshi? J'ai un bug. Où il y a plus... Là, il y a... Ah putain, mais non, mais je pensais que je buguais et je suis en train d'essayer de refresh. Pareil. Non, bah non, c'est bon, on est là. Putain, on a tous cru que c'était un bug. Ok. En gros, j'ai essayé de prendre la parole et dire Gritoshi, c'est ce que tu veux parler, parce que je l'ai fait monter.
J'ai juste dit Kritoshi et puis après, j'avais Freeze. Bon, du coup, Kritoshi, en fait, n'est pas avec nous. Elle est montée pour pas grand-chose. Il y avait la question des viewers, je suis nouveau dans Bitcoin, est-ce que c'est compliqué un fork? Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Du coup, la réponse est non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est assez compliqué à mettre en place. Ça prend beaucoup de temps de discussion. Il y a énormément d'étapes pour arriver au jour J. Et même à partir du moment où il y a le jour J, il y a encore d'autres étapes qui font que c'est pas du tout un truc instantané. Euh, Enfin, pour que ça réussisse. C'est Ouais. la version courte. Pour une version longue, je t'invite à regarder sur des coups de Bitcoin. On a probablement des sources et des articles. Un fork, techniquement, c'est pas forcément très, très compliqué. Ça consiste juste à faire tourner une version de Bitcoin, mais en ayant changé certaines choses. La difficulté, c'est de convaincre d'autres personnes que ton fork est mieux que Bitcoin et que donc ils aient envie de le faire tourner ton logiciel plutôt que le logiciel Bitcoin canonique, entre guillemets. Donc c'est vraiment une difficulté beaucoup plus sociale que technique, même si il y a certains forks où ça peut pas être pour implémenter des choses qui techniquement sont compliquées et sont pas triviales. Mais la vraie difficulté du fork en lui-même, c'est le côté social et convaincre les gens que c'est intéressant et pertinent de faire tourner cette version alternative. Et là maintenant ça marche, ouais. Exactement. Je pense que ça répond à la question. Il y a 22 questions et le problème de Twitter c'est qu'il les trie pas. Donc comme dans les 22 questions, il y a 5 questions, c'est des scams et on a répondu aux 18 autres. Je ne sais pas quelle est la nouvelle question parce que ça bug. Donc désolé pour la personne qui a posé cette 22e question qui a pop et peut-être que c'est un scam, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent parler dans l'audience? Ritoshi, du coup, si tu veux prendre la parole, tu peux, mais je pense que tu n'es pas là. Et voilà. Sinon, bienvenue au nouveau. Alors, c'est la fin. Vous trouverez les replays sur des coups Bitcoin replay sur YouTube ou le nouveau flux RSS. Et pour ceux qui arrivent et qui avaient un doute, non, Bitcoin n'est pas mort. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oh, putain, Je pense que ça se tasse, on va pouvoir arrêter, non? ouais, exactement. En fait, quand j'appuie, ça marche pas. Twitter, j'adore. Écoutez, les amis, merci beaucoup pour cet épisode spécial Bitcoin est-il mort, édition 83. C'est peut-être la 4e fois, je pense, que sur l'entonnoir, on doit traiter la question est-ce que Bitcoin est mort? Je pense vraiment, hein, sur 68 épisodes, il y en a au moins 4 ou 5 qui étaient des épisodes est-ce que Bitcoin va mourir? Donc, ce matin, je me suis levé en me disant tiens, être Bitcoiner long terme, c'est combien de fois Bitcoin est mort dans ta vie, tu vois? Ça commence à faire beaucoup. Putain, il y a quelqu'un qui pose des questions 24, mais Twitter, c'est de la merde. Est-ce que les frais peuvent encore grimper? On a déjà répondu, oui, ils peuvent encore grimper. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bisous à vous tous. Merci beaucoup Panta, Loïc et Fanny pour votre expertise, dirais-je. Merci John qui est déjà parti. Et Doc pour ta venue, ainsi que Shax. On se retrouve très bientôt. Il y a le BEF dans 2 semaines pour tous ceux qui seront là. Et puis après, vous connaissez un petit peu tous les trucs comme d'habitude. Gouroutan, désolé, je vais pas prendre ton call simplement parce que ça fait 1h40 qu'on parle. Et j'ai déjà lu toutes tes questions quand tu as posé dans le chat. Donc, et en DM également. Donc non, la RAM ne va pas exploser. Ouais, est-ce que je te prends? Bon, si c'est pertinent, mais... Ah là là, tu m'arranges pas du tout. Allez, j'accepte. Je suis trop gentil. Comment on fait? Hop, tac. Tout. Ok, c'est bon, tu peux parler. Répondu à toutes mes questions, donc c'est cool. C'est juste pour dire qu'en gros, je pense que pour pas mal de choses, je pense que vous sous-estimez les dégènes. Quand les dégènes vont débarquer sur Bitcoin, imaginons que demain, tu vois, un gars comme Yuga Labs qui a déjà fait des tests sur Bitcoin pour déployer des NFT, imaginez demain qu'il fasse la même chose mais avec Stamp, là, ça risque de poser problème.
parle pas, quand on dit casser Bitcoin, je dis pas que demain la blockchain est cassée. Je dis juste que demain on peut avoir des gros problèmes sur Bitcoin, que ce soit en termes de justement de latence au niveau des vérifications des blocs. Donc ça pourrait poser problème. Alors moi, je suis pas d'accord, hein, mais bon, ça posera pas de problème parce que les blocs sont limités, tout simplement. C'est qu'effectivement, ce qui peut se passer, c'est que tu as un gros flux de transactions dans la même pool, et que les frais deviennent très très élevés, mais les blocs ils sont validés en temps. Tu auras forcément un ralentissement si derrière tu as un spam. Voilà, là, j'ai des bugs, là, je sais pas si j'ai. Tu auras forcément un ralentissement si c'est un spam. Là, on parle juste de 7 et quelques dollars. Mais sur Ethereum, on en est monté à 200, même 1000. Hein. J'ai déjà payé des transactions à 1000 dollars sur Ethereum. Donc imagine que tu peux pousser très très loin la connerie en fait. Donc tu peux vraiment spam en termes de conneries. Pas un problème. Ouais, mais encore une fois, ils vont payer le réseau. Enfin, Ah non, mais pour je ça, sais pour ça, pas. je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Ordinals a sauvé le côté dynamique, la On va avoir fee, des le gros fee bugs market. parce que j'entends plus rien. Pour moi, Ordinals Ouais, a sauvé le fee market pour Bitcoin. Ça, c'est cool pour vous. Non, mais. Allô, ouais. Putain, quand on passe 1h30, les space, ils déconnent tout le temps. Ouais. Ok, je veux bien ne pas sous-estimer les dégènes. Ok, ils peuvent mettre toute la thune qu'ils veulent, mais à un moment, ils ont déjà leur chaîne, ils ont déjà leur système, ils ont déjà tout leur truc où ils s'entre-alimentent avec leur thune à voler les petits. Dans Bitcoin, il n'y a pas tous ces gens-là. Donc, ça veut dire que tu insinuerais qu'en fait, ils vont tous s'amuser à arrêter d'aller faire ce qu'ils font déjà avec leur communauté dans un cercle fermé de l'autre côté pour aller nous aider, nous, et faire monter notre réseau alors qu'on n'est pas dedans. Enfin, je vois absolument pas l'intérêt pour les dégènes, à moins que ce soit vraiment pour une question de mon truc, il est périn long terme, d'aller se mettre sur Bitcoin. Ouais, ils peuvent aller claquer l'intégralité de leur thune sur Bitcoin. Au final, enfin, je vois pas l'intérêt pour eux. Et alors, ouais, ils sont peut-être super cons, mais ceux qui sont cons, ils ont une thune limitée. Ceux qui sont intelligents, ils vont pas continuer à claquer leur fric pour rien. Alors là, désolé de te contredire, mais regarde Ethereum en fait. Je veux dire, ils peuvent très bien le faire sur Bitcoin. Tu vois, par exemple, imaginons que demain, ils se disent, OK les gars, on a sorti les Bored Apes AI Club sur Bitcoin, sur Ethereum. Maintenant, on va sortir une collection spéciale, limited, unique sur Bitcoin. Grâce au stamp, vous êtes sûr à 100% que ça ne sera jamais delayed. Et puis c'est bon, ils peuvent te balancer 10 000 NFT sur Bitcoin et ça posera jamais aucun problème au niveau en termes de frais ou en termes de prix. Pour la plupart des dégènes, c'est rien en fait ce qu'on paye aujourd'hui sur Bitcoin, mais vraiment rien. On peut monter à du 1000 dollars de frais, c'est pas un problème. Mais je suis d'accord que c'est très bien pour le réseau. Mais si demain beaucoup de monde se met à spam comme ça avec des stamps sur Bitcoin, on peut avoir un problème. Ouais, En mais fait, encore une fois, ton nombre de dégènes comparé à la réalité de la quantité d'êtres humains, vous allez juste être un petit groupe fermé qui vont continuer à payer bien plus cher que le marché. C'est simplement parce que le marché d'Ethereum n'est pas optimisé et que ça fait des années que vous payez extrêmement cher que vous vous êtes habitué. Mais dans un marché beaucoup plus libre, au final, vous n'allez pas faire des stamps tous les jours. C'est complètement stupide de se dire que le réseau Bitcoin va être tellement saturé parce qu'un groupe de personnes assez niche qui peut se permettre de mettre 1000 balles toutes les 10 minutes sur tous les blocs vont continuer à le faire à l'infini pour aucune plus-value pour le monde. Je vois pas comment je vois mal comment techniquement vous pouvez casser Bitcoin, même si demain tous les dégènes Ethereum se mettent à claquer toute leur thune dans Bitcoin. Parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour vos merdes chez nous. C'est bizarre, hein, mais moi je le vois pas du tout cohérent. Peut-être que Panta aura un moi, point. je vais pas répondre sur ce point de vue-là, parce que je sous-estime pas le fait que la foule peut être stupide. C'est tout à fait possible, hein. On sait que la foule, c'est un monstre qui n'est pas très humain et qui peut faire absolument n'importe quoi de manière complètement irrationnelle. Je remets pas ça en question. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, in fine, c'est que les nœuds Bitcoin ils puissent continuer de marcher. Et même s'il y a plein de dégènes qui font plein de transactions avec des frais très élevés, bah, la seule chose qui se passe, c'est que les transactions dans la même pool des nœuds, elles sont remplacées au fur et à mesure par des transactions de plus en plus chères. Et puis voilà, c'est terminé. Les blocs, ils font toujours la même taille, ils mettent toujours autant de temps à être validés. De toute façon, les transactions très complexes ou je sais pas quoi, elles sont pas interprétées par les nœuds Bitcoin, elles sont interprétées par d'autres nœuds de d'autres protocoles qui auront leurs propres problématiques de limitation de calcul, de limitation de taille, etc.
Mais in fine, c'est pas du tout un problème pour les nœuds Bitcoin. Le réseau, lui, il va tenir. Les dégènes, ils vont payer des frais très élevés, donc les mineurs, ils vont recevoir beaucoup d'argent. On peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal, c'est pas tant la question. Je suis d'accord que ce qui est problématique, c'est les gens qui voudraient avoir un usage plus raisonné du réseau pour simplement faire du paiement, etc. Eux, ils vont se sentir mis à l'écart pendant un temps, mais ce ne sera pas éternellement, mais pendant un temps qui peut être assez long, ils peuvent ne pas pouvoir utiliser le réseau. Donc, heureusement pour nous, on a en place des solutions de seconde couche qui permettent de faire du paiement sans devoir dépendre de tout ce merdier-là, qui est très complexe, qui est très compliqué à gérer. Maintenant, le réseau va pas tomber, quoi. Même si tu fais un gros effort, c'est pas via le nombre de transactions que tu vas émettre sur le réseau que tu fais tomber les nœuds, quoi. Les nœuds, ils tomberaient si les blocs étaient trop gros, ils tomberaient si les blocs étaient trop fréquents, mais ça dépend du minage, ça dépend pas en fait des transactions qui sont émises. Or, le minage, bah, il y a beaucoup plus de blocs qui sont tentés d'être minés qu'il y a de transactions qui sont actuellement soumises au réseau. Donc, c'est d'un problème qui est d'un autre ordre de grandeur et qui est déjà largement géré via le mécanisme de preuve de travail. Donc, il y a vraiment, moi, je vois vraiment pas de soucis techniques. Après, socialement, on peut considérer qu'effectivement, ça casse un peu l'éthos qui était au départ de dire, moi, je veux juste faire du transfert d'argent. Là-dessus, je suis d'accord sur cet aspect-là. Si on devait considérer qu'on entend par là que Bitcoin est cassé au sens où les plebs peuvent pas l'utiliser pour s'envoyer de l'argent. Et dans ce cas-là, oui, je suis d'accord que c'est pénible, mais heureusement, on a des systèmes alternatifs qui sont ancrés sur la même sécurité, qui permettent de faire du paiement, de laisser des jeunes faire leurs conneries, et puis au bout d'un moment, bah, ils auront tellement dépensé d'argent dans ça que peut-être que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Mais le réseau, lui, ne tombera pas. Si le but c'était vraiment d'attaquer le réseau, de le faire tomber en soumettant plein de transactions avec plein de frais, bah, ça marcherait pas. On ne sait pas, dans le modèle de menace, c'est pas un problème quoi, pour le réseau. Et si jamais vraiment on se retrouvait dans un cas scénario où pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et donc 20 ans c'est même plus les degen, mais vraiment il y avait constamment les frais qui montaient à l'infini, et ben on développerait des solutions de couche 2 ou de sidechain, on ferait des fédérations Fedimint, et ok, ce ne sera pas exactement les mêmes degrés, mais on aura toujours des solutions pour avoir des compromis qui permettent assez de résilience, assez d'anonymat pour l'usage qu'on veut faire. Et ouais, bah, quand ce sera, alors ce sera chiant, je dis pas le contraire, ça c'est sûr, mais bon, bah, on pourra toujours y arriver. Et puis faut penser la quantité de thunes que ces mecs vont perdre, hein. Enfin, ouais, ils ont l'argent illimité, mais Bitcoin est pensé pour faire face à des gens qui ont de l'argent illimité de base. Donc, ça ne fait pas trop peur qu'il y ait des dégènes à l'infini. Genre, c'est mieux que ce soit des dégènes que l'État. L'État a plus de thunes et est plus con que les dégènes. Donc, si on a pensé le modèle de résistance face aux États, franchement, les dégènes, c'est pas du tout grave, quoi. Ils trouveront un autre hype dans 2 ans et puis ils partiront. Mais du coup, vous êtes d'accord que si demain on se met à spam des stamps, ok, prenons l'exemple, on spam des stamps, on overflow la RAM, on sera obligé de l'encrypter à l'intérieur d'un SDD ou même d'un disque dur HDD. Et là, on peut ralentir le réseau. Je ne dis pas qu'on peut le casser, je dis qu'on peut le ralentir. Et là, dans ce cas-là, tu le ralentis. Bah, c'est surtout que tu augmentes la taille de l'outil Exo 7 fortement. Mais si tu dépenses pas après les sorties de transactions des stamps, c'est pas non plus un gros ralentissement, hein. Je veux dire, il peut tenir le réseau. C'est ce qui est beaucoup plus coûteux dans une transaction Bitcoin, c'est dépenser des sorties de transactions. Créer des sorties de transactions, ça a un coût, et ça a un coût particulièrement important dans le cas des bear multisig qui sont utilisés dans Stamps, effectivement, mais c'est pas aussi important que le coût de vérifier une signature. Vérifier une clé publique, c'est pas aussi difficile que de vérifier une signature, qui demande de vérifier 2 clés publiques, et en plus de ça, de faire une opération dessus. Donc, tu vas effectivement ralentir le réseau. Donc peut-être que le bloc, au lieu de se propager en 10 secondes à la quasi-totalité des nœuds, bah, il va se propager en 20 secondes. Voilà. Du coup, bah, comme il n'y a que 10 minutes entre chaque bloc, il n'y a pas de problème en fait. Ça continue de marcher, il n'y a pas de souci. Et tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin parce qu'au bout d'un moment, un bloc, il a une taille limitée. Donc tu ne peux que créer un certain nombre d'UTXO très coûteuses à faire valider et dépenser un certain nombre d'inputs très durs à valider elles aussi.
Justement, enfin, le fait qu'on limite fortement les capacités du réseau en termes de transactions et que justement les frais montent aussi vite sur Bitcoin parce qu'on a fortement limité les capacités du réseau, bah, c'est justement lié au fait qu'on fait en sorte que ce soit pas possible de faire de la latence significative dessus, quoi. Donc, voilà, enfin, moi, c'est mon opinion. C'est juste que je sous-estime pas le fait qu'il y aura des périodes de gros dégènes, comme on en observe actuellement d'ailleurs, hein, des périodes où des dégènes se mettent à mettre des prix complètement éclatés sur les transactions. Clairement, je le néglige pas, et c'est clairement un truc qu'il faut tenir compte. Et c'est clairement embêtant pour certains protocoles de seconde couche, y compris Lightning, parce que l'estimation des frais devient très compliquée. Mais c'est pas non plus la fin des haricots, quoi. Je veux dire, le réseau ne se casse pas la gueule à cause de ça. Même si les dégènes, ils vont faire beaucoup de transactions à la seconde, les frais, la seule chose qui va se passer, c'est que s'ils font plus de transactions à la seconde que ce que le réseau peut confirmer, c'est juste les frais vont monter, vont monter, vont monter, et ils vont pas s'arrêter de monter. Et au bout d'un moment, on peut avoir que 300 mégas dans une même pool, et toutes les transactions qui payent pas assez de frais, elles sont virées. Donc au bout d'un moment, c'est beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Maintenant, voilà, enfin, on pourrait partir après dans les détails du oui, mais est-ce que les transactions peuvent pas se faire remplacer par des transactions avec plus de frais? Et ça, c'est vrai, mais encore une fois, il y a plein de limites qui ont été réfléchies pour faire en sorte que tu puisses pas jouer au jeu de vas-y, j'augmente les frais très très progressivement pour balancer le plus de transactions possible et toutes les annuler un maximum de fois possible. Mais enfin, je veux dire, on pourrait faire une preuve de concept, mais je pense quand même que le réseau peut largement tenir face à ça. C'est quand même designé il a quand même été designé en 2009, le bousin. Les limites, les limites principales ont été fixées en 2012 avec du matériel de 2012, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. Je veux dire, et tu peux pas aller plus haut, hein. C'est pas genre, ah bah oui, mais aujourd'hui, on peut aller plus haut. Non, tu peux pas. Enfin, il y a Segwit qui a permis quelques trucs un peu plus, mais c'est pas non plus beaucoup plus haut, quoi. Et le matériel, il a évolué beaucoup plus vite que Segwit n'a augmenté un peu la taille des blocs, quoi. Donc, bon, vraiment, moi, c'est pas une, c'est pas, ta critique, c'est de nous dire qu'on néglige à quel point les dégènes peuvent être dégènes, mais moi, je pense que c'est juste pas la question. C'est-à-dire, ça ne peut pas faire tomber le réseau. Demain, c'est pas parce qu'il y a plein de dégènes qui font des transactions avec beaucoup de frais que mon nœud Bitcoin ne pourra pas suivre la hauteur de bloc. Il pourra toujours le faire parce que dans un bloc, on est limité en nombre de transactions. Donc, de toute façon, ça se passera. Après, voilà, je peux troller un petit peu en disant que il y a Dariusor qui a sorti un patch Bitcoin Core pour éviter tous ces problèmes. Ça consiste à remplacer la valeur par défaut dans le fichier de configuration pour block only en vrai. Donc du coup, le nœud Bitcoin se met à propager que les blocs. Comme ça, il regarde même pas les transactions des dégènes, il regarde que les blocs. Et du coup, il sait exactement combien de transactions par seconde il va avoir en moyenne. Et tout va bien. Voilà. Ouais, juste pour ajouter, déjà de base, je vois pas, c'est complètement incohérent d'utiliser Stamps quand on a les ordinals qui sont là et quand demain nous aurons RGB ou peut-être Tarot même. Je veux dire, le seul avantage des Stamps par rapport à ordinal, s'il est extrêmement léger, c'est qu'on a un petit peu plus d'immuabilité dans certains cas de figure, encore que. Pourtant, les frais sont vraiment extrêmement plus élevés que pour les ordinals, pour le même service, in fine. Sachant que les mecs de base qui vont aller sur les BRC20 n'en ont rien à faire des bases techniques derrière, je vois pas pourquoi ils feraient ça, tu vois. Je vois pourquoi un tout petit détail technique les inciterait à payer 2, 3, 4 fois plus de frais, alors que de base, le protocole sur lequel ils veulent aller est très bancal et c'est du bricolage, quoi. Alors, Voilà, je crois qu'on peut couper. ouais, ça marche, ça marche. Ok, maintenant ça marche. Yes, on peut couper. Super, merci. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si on m'entend. Mais Oui, coupé. on t'entend, Roxy. Oui. Oui, on t'entend aussi. Ok, bah écoutez, merci pour les questions. On a la réponse. Oui, ils peuvent, mais dans tous les cas, ou ils sont des gens parce qu'ils veulent pas leur thune, ou ils veulent en faire, donc ils prendront le truc moins cher, plus efficace. On a fait le tour du sujet. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai déjà dit au revoir. Donc, franchement, on coupe 2 heures. C'est le record du nouveau entonnoir de Bitcoin.
qui était à la base, je rappelle, prévu pour faire 30 minutes. C'était le deal de base. C'était vos news en 30 minutes. On a presque réussi aujourd'hui. Bisous à vous tous. On se voit prochainement. Salut. Salut. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci beaucoup, bisous. Bisous tout le monde.